Bon, on va démarrer. Je pense que je peux faire une petite introduction le temps que les derniers participants arrivent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sous forme d'une rencontre digitale chercheurs professionnels sur le thème de la diversification en grande culture et de la réduction des pesticides. L'organisation de ce webinaire autour de 4 épisodes a été organisée par Marie-Hélène Geoffroy et moi-même. Nous sommes toutes les deux directrices de recherche à l'INRAE, Marie-Hélène étant agronome et moi économiste, et je suis également la directrice scientifique du programme Cultiver et protéger autrement qui abrite ce webinaire. Donc, là aujourd'hui, nous sommes dans la troisième. Myriam, si tu peux me montrer la diapo suivante, s'il te plaît. Ah, bon. Et voilà. Donc, on s'est vu déjà le 25 mai et le 8 juin. Alors, bien sûr, peut-être qu'il n'y a pas exactement les mêmes participants aujourd'hui que les fois précédentes. C'est pour ça que je situe ce séminaire-ci dans la suite des 4 séminaires. Donc, on a 4 séances en tout, on est à la 3e. La première fois, on a plutôt parlé finalement des freins et des leviers socio-technico-économiques sur cette diversification. Et le 8 juin, on a fait un détour assez instructif sur des expériences dans d'autres pays européens. Aujourd'hui et le 22 juin, on va rentrer dans des choses un peu plus précises, si je peux dire, sur alors finalement comment faire, qu'est-ce qui se passe en termes de diversification à différentes échelles. Donc, la séance d'aujourd'hui va être consacrée aux infrastructures écologiques et au paysage. Et la prochaine séance sera consacrée, donc le 22 juin, à la question de la diversité intraparcellaire. Donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est que les 2 séances précédentes sont déjà en replay sur le site web. Si vous n'avez pas eu la chance d'être avec nous le 25 mai et le 8 juin, vous pouvez tout à fait suivre ces séances et on fera pareil, bien sûr, aujourd'hui, le 22 juin. Alors, j'en viens au programme d'aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on a 3 intervenants. On a d'abord Antoine Gardarin et Muriel Valentin-Morison de l'UMR Agronomie de Grignon qui vont nous exposer ce que l'on sait déjà, où en est la recherche, sur la question du rôle des mosaïques paysagères et des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire ce qui est en dehors de la parcelle, y compris les bandes fleuries, dans la réduction des pesticides. En deuxième exposé, on aura une présentation d'un des projets financés par le programme prioritaire de recherche Cultiver, protéger autrement, qui est le projet Bicréatif, qui est coordonné par Muriel Valentin-Morison et Lorraine Prost. Je pense que c'est Lorraine qui fera cette présentation. Et donc, on aura l'occasion, dans cette présentation, de voir alors, c'est un projet qui démarre, donc il n'y aura pas encore de résultats, mais il est intéressant de comprendre les nouvelles pistes de recherche qui sont explorées dans ce projet pour finalement concevoir des territoires zéro pesticide. Donc, on est bien à l'échelle des territoires dans cette matinée de ce matin. Et enfin, en troisième exposé, Philippe Noyau, qui est agriculteur en Loir-et-Cher, mais qui est également président de la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire, nous présentera ce qui se passe sur son exploitation et comment il raisonne la question justement de ce qui se passe en dehors des parcelles, donc des arbres, des bandes fleuries qu'il peut installer sur son exploitation. Et donc ça sera notre troisième exposé. On a du temps pour discuter autour de ça, donc il y aura des temps de questions après chaque exposé. Et comme les précédentes fois, la procédure que je vous propose, c'est que vous posiez vos questions sur le chat
tout au long des exposés, hein, ou, pendant quand elles vous viennent à l'esprit, ces questions-là. Et je les synthétiserai si elles sont trop nombreuses. Sinon, on les prendra entre chaque exposé pour que les intervenants puissent y répondre. Et puis, si on a un peu de temps, on fera une discussion générale. J'ai un gros rhume et donc je m'excuse de ma voix un peu bizarre. Et donc, je vais couper mon micro pour que vous ne m'entendiez pas trop tousser. Mais sinon, je suis toute oui et je vais vous écouter. Et donc, je passe immédiatement la parole à Antoine Gardarin et Muriel et Valentin Morison pour ce premier exposé. Antoine Oui. et... Bonjour à tous, excusez-moi, j'avais coupé mon micro, je parlais toute seule. Vous voyez mon écran dans sa globalité? C'est parfait. Donc, on va faire cet exposé à deux voix. Je vais démarrer par déjà vous donner quelques éléments sur les mosaïques paysagères. Tout d'abord, commençons par une définition. Finalement, le paysage, c'est un niveau d'organisation des systèmes écologiques supérieur à l'écosystème. Et en fait, du fait qu'il se caractérise à la fois par son hétérogénéité et sa dynamique, il est souvent difficile d'en donner une échelle absolue. Vous voyez bien qu'il y a des échelles de paysage qui sont différentes selon votre capacité de déplacement, que vous soyez à pied, en avion ou à vélo. L'habitat, c'est autre chose. Il constitue donc dans l'habitat plusieurs tâches d'habitat et c'est l'ensemble des conditions physiques et des ressources nécessaires au développement d'une espèce. Alors au plan agricole, en fait, est constitué par à la fois des habitats isolés, boisés, des habitats semi-naturels, des éléments bâtis et puis des parcelles agricoles. J'y tiens absolument, comme vous le verrez, c'est important d'avoir en tête que le paysage n'est pas que des habitats semi-naturels ou bâtis. Alors on dit souvent, on entend souvent que les paysages agricoles sont simplifiés, se sont simplifiés. Un exemple ici d'une étude dans la vallée de la Seine, dans le bassin de la Seine, pardon, qui date de 2010, mais qui montre combien les triplés de cultures comme le colza blé orge, le colza blé blé, ont augmenté ces dernières années entre 92 et 2006. Donc en fait, ce que vous avez ici, c'est une coloration de l'évolution de ces triplés, différents selon la carte. Plus c'est rouge, plus il y a eu augmentation de ces formes de rotation. Et ça s'accompagne par une augmentation de la surface de colza entre 2000 et 2010, une diminution de la légumineuse et une diminution du tournesol qui était pourtant assez présent dans le bassin de la Seine dans les années 90. Quand on simplifie les paysages agricoles comme ça, on peut le faire grâce à la mécanisation et aussi et surtout grâce à le recours aux pesticides qui permet de réguler les bioagresseurs de manière chimique. À côté de ça, les paysages agricoles, comme je le disais, c'est aussi des habitats semi-naturels. Habitats semi-naturels qui sont à la fois des zones humides, des zones de forêt et des zones en herbage, en particulier des prairies très peu anthropisées, comme on peut les voir à gauche de mon écran, souvent en montagne, mais aussi en Normandie. Or, on voit que ces espaces toujours en herbe ont considérablement diminué entre 2000 et 2010 également, et que cette diminution s'est accrue encore de 2010 à 2013, les régions les plus touchées étant la Normandie et les Pays de la Loire. En revanche, il y a quelques zones en grande culture stricte auparavant qui voient leurs espaces en herbe augmenter. Les bois, par ailleurs, augmentent aussi, et ça, vous l'avez certainement entendu plusieurs fois, mais c'est très, très marqué ici sur cette carte. Vous voyez, plus c'est vert, plus on a une augmentation des surfaces boisées. Et dans le même temps, une artificialisation des sols qui s'accroît encore, même après 2015. Donc, vous voyez que les zones agricoles s'intensifient avec le recours en pesticides, se simplifient avec un nombre de cultures plus simples et des zones boisées qui augmentent avec en parallèle l'urbanisation qui croît et qui grignote ces espaces agricoles. Donc, une espèce d'injonction à la productivité qui est soutenue par un recours important aux pesticides.
Alors pourquoi cette simplification à la fois des habitats semi-naturels et des parcelles agricoles pose un souci? Parce que souvent, il a été montré dans la littérature de nombreuses reprises ces dernières années, il n'existe pas un mois ou une année sans qu'on ait des méta-analyses qui se succèdent sur la réduction des insectes ou des oiseaux. Vous voyez ici à gauche qu'on observe donc dans une étude allemande une diminution de la biomasse de ces oiseaux, une diminution de la quantité des oiseaux. Alors vous pourriez me dire, ma foi, de manière cynique, est-ce bien si grave? Oui, parce qu'en fait, ces organismes sont des espèces associées qui assurent des fonctions écologiques de régulation biologique, et en particulier, une méta-analyse en exemple, mais il y en a eu d'autres, qui montre que lorsqu'on s'intéresse simplement à la complexité du paysage au regard du nombre d'habitats semi-naturels, on voit, lorsqu'on augmente cette complexité, les ennemis naturels plus abondants et même une réduction des insectes. Vous voyez ici une méta-analyse, la barre c'est le 1. Au-dessus de cet effet 1, on a un effet positif du paysage complexe, en dessous un effet négatif. Et lorsqu'on s'intéresse simplement à la diversité cultivée dans le paysage, vous pouvez constater dans cette étude que, par exemple, en incluant dans la diversité cultivée des mélanges d'espèces, une rotation plus diversifiée, une rotation et un mélange d'espèces et de l'agroforesterie, vous voyez globalement, d'une part, qu'il y a une augmentation de la biodiversité, puisque la boîte à moustaches, enfin l'histogramme est toujours sur le côté droit de la figure, et en termes de productivité, donc en termes de rendement, une augmentation aussi souvent observée, en particulier lorsqu'on accroît à la fois la diversité dans la rotation, donc dans le temps et dans l'espace avec l'agroforesterie ou le mélange d'espèces. Alors ces habitats ont un rôle important. Ils sont source de nourriture, vous le verrez de manière plus détaillée tout à l'heure avec l'exposé d'Antoine Gardarin, source de lieu de reproduction, de diapos hivernales. L'enjeu, c'est donc d'augmenter ces habitats favorables à leur survie et puis repenser les systèmes de culture pour que ces fameux systèmes de culture et parcelles qui sont si nombreuses dans notre paysage soient des zones cultivées qui soient favorables à leur survie et permettent d'augmenter leur fitness. Le paysage agricole, c'est aussi le siège de flux entre les parcelles, sur lequel on peut jouer pour favoriser la recolonisation des parcelles. Et les infrastructures agroécologiques jouent ce rôle, vous le verrez plus tard. Le paysage, c'est aussi le lieu de multiplication d'organismes ravageurs, c'est évident. Donc il faut continuer à penser des paysages suppressifs en repensant les parcelles agricoles de manière défavorable aux bioagresseurs et favorable aux auxiliaires. À l'échelle de la rotation, ils ont des rôles différents selon la mobilité des organismes. À l'échelle de la succession, ce sont surtout les bioagresseurs inféodés à la parcelle, comme les maladies telluriques et les graines d'adventice. Et évidemment, pour l'échelle du paysage, ce qui est important, c'est les espaces interstitiels et habitations naturelles qui font bouger la multiplication, la reproduction des spores de maladies aériennes et leur dispersion, ainsi que pour les insectes ravageurs et auxiliaires. Pour vous donner une idée, 9 auxiliaires sur 10 ne peuvent se passer des zones refuge qui sont hors des parcelles, et alors qu'un ravageur sur 2 en a besoin. D'une manière générale, ces habitats sont importants, mais ils entrent aussi en interaction. Vous voyez ici en vert la mobilité des organismes, qui est la première cause de variation, et donc ça, c'est une représentation théorique de la richesse spécifique que l'on peut observer en parcelles agricoles, entre des parcelles qui sont dans des paysages simples et des parcelles qui sont dans des paysages complexes, selon que l'organisme est mobile ou peu mobile. Lorsqu'il est mobile, comme je viens de le dire, où le paysage a toute son importance, et lorsque les parcelles sont conduites en agriculture intensive, la baseline de la richesse spécifique est très faible lorsque le paysage est simple, et on voit une augmentation beaucoup plus accrue dès lors que l'agriculture intensive est pratiquée dans un paysage complexe, alors qu'on a déjà une baseline importante de richesse spécifique lorsque l'on est en agriculture extensive, donc lorsque l'on conduit de manière bas niveau d'intrants les parcelles agricoles. Et le paysage a un effet un peu moins marqué lorsqu'on est déjà en système de pratique. Donc les pratiques ont une influence beaucoup plus importante qu'on ne le croit dans le paysage agricole.
Alors, comment est-ce que justement ces pratiques interfèrent? Plusieurs sources de biodiversité sont possibles, association de plantes de service, association d'espèces toutes récoltées, agroforesterie, introduction de légumineuses dans les successions de cultures ou d'espèces mineures et infrastructures agroécologiques. Ces éléments du système de culture qui bougent aussi, qui font bouger aussi les organismes auxiliaires modifient l'habitat parce qu'ils perturbent ils exercent une perturbation visuelle et olfactive pour les bioagresseurs et les auxiliaires. Ils sont des sources alimentaires. Ils assurent une mortalité par prédation ou par parasitisme. Et c'est en jouant en fait sur cet habitat cultivé qu'on permet alors de faire s'exprimer le service de régulation biologique et donc de réduire les pesticides. Donc tout l'enjeu des travaux de recherche actuellement, que l'on soit à l'échelle parcelle, mais encore plus difficilement à l'échelle paysage, c'est de piloter ces pratiques pour modifier ces interactions de manière utile à la réduction des pesticides. Alors, un exemple sur le médigète du colza, vous voyez, c'est un cycle. Le colza, en fait, est concerné par 50% de ces traitements en insecticides. Beaucoup de ces insectes sont des coléoptères et il est confronté à des résistances aux pesticides de plus en plus marquées sur plusieurs de ces organismes coléoptères. Donc, il commence à devenir important de se préoccuper à gérer ces organismes de manière différente. Et pourtant, le paysage a un effet ambivalent, ce qui rend difficile la gestion de ces organismes. On peut observer par exemple que ce ravageur a besoin d'habitats semi-naturels pour faire son cycle, puisqu'il est très présent pendant l'hivernation en forêt. On peut se rendre compte que du coup, lorsqu'il colonise les premières parcelles, vous avez ici à droite une abondance d'organismes présents en fonction de la distance au bois de la parcelle. Vous avez donc, du fait de sa présence marquée pendant sa zone d'hivernation dans les bois, une plus grande propension des parcelles qui sont proches des bois à être attaquées. Mais pourtant, cet organisme a un prédateur naturel qui est le parasitoïde du méligète. Plusieurs espèces sont concernées. Et ils ont la propriété de parasiter le larve de méligète pendant son cycle. Et d'une manière générale, à l'échelle du paysage, vous voyez bien que cet organisme émergent de la parcelle de blé de l'année suivante, l'organisme auxiliaire émergent de la parcelle de blé l'année suivante, il est particulièrement sensible à la distance au colza précédent, puisque en fait, le taux de parasitisme peut être augmenté lorsque le colza de l'année précédente était le plus proche, de manière à limiter la distance à parcourir par cet organisme. Ce qui fait que d'une manière générale, on a, du fait des cycles biologiques imbriqués de ces deux organismes, une importance majeure de la surface de colza dans le paysage et donc de la fréquence avec laquelle il revient sur chacune des parcelles. Il intervient à la fois dans la distance à parcourir pour les organismes méligètes, mais aussi pour les organismes auxiliaires. On a aussi remarqué, d'une manière générale, que la ressource en fleurs était capitale pour ces organismes-là, aussi bien organismes ravageurs qu'organismes parasitoïdes, d'où l'importance du paysage. Enfin, si on regarde au plan général, une étude a été réalisée sur les bioagresseurs capitalisés dans la base de données Vigiculture et couplés au RPG, on a pu donc constater que les bois, les haies, les prairies avaient un effet diversifié selon le type d'organisme. Vous voyez ici, représentées en vert, les corrélations négatives, c'est-à-dire un effet négatif des prairies, un effet négatif des bois, sur des organismes auxiliaires à 1000 mètres de distance. Plus la case est élevée, plus le nombre d'organismes concernés est important. Et en rouge, c'est lorsque les corrélations sont positives. Donc vous voyez que d'une manière générale, le paysage a souvent un effet ambivalent, avec des fois des effets positifs sur ces organismes, des fois des effets négatifs.
avec pas mal d'effets neutres des haies. Et d'une manière générale, on observe que les prairies ont un effet négatif sur la présence de ces ravageurs, et qu'en revanche, chaque fois que la culture est présente, souvent l'année N ou souvent l'année N-1, donc revient systématiquement, on a une plus grande proportion à avoir des organismes ravageurs présents dans le paysage. Donc, l'homogénéité des cultures, par la rotation simplifiée et par la présence fréquente dans le paysage l'année N-1 et l'année N, est toujours préjudiciable. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine Gardarin qui va vous développer ce que l'on sait sur lorsqu'on manipule les abords de parcelles pour amplifier ces régulations biologiques. Est-ce que tu peux arrêter ton... J'essaye, voilà, je clique dessus. Mais... Marche. Merci Muriel. L'exposé continue avec Antoine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les écrire dans le chat pour les prendre tout à l'heure. Le partage d'écran fonctionne? C'est Oui. bien le diaporama principal qui est... Très bien. D'accord. Donc, les ravageurs peuvent se gérer à l'échelle paysagère ou territoriale en raisonnant voilà, la fréquence ou l'assolement des cultures à l'échelle du territoire. Pour les bois ou les prairies, c'est plus difficile à gérer. Ce sur quoi un agriculteur peut avoir un effet plus directement, c'est sur les infrastructures agroécologiques, qui sont souvent des plus petits habitats, souvent à proximité immédiate des parcelles, et sur lesquels voilà, chaque agriculteur peut avoir plus facilement un effet. Une infrastructure agroécologique, si je reprends cette définition qui vient de ce projet-là, ça correspond à tout habitat semi-naturel d'un agroécosystème, qui soit spontané, créé par l'humain, géré suffisamment faiblement, où finalement on va avoir une végétation qui a une dynamique d'habitat, on va dire une dynamique relativement naturelle. C'est un terme, voilà, infrastructure agroécologique assez générique, qui recouvre une diversité d'objets, des éléments surfaciques, linéaires, ponctuels, des éléments herbacés, arborés, des zones humides. Ça peut être voilà, des bords de champs, des jachères, ça peut être des linéaires intraparcellaires d'agroforesterie, mais voilà, on peut y inclure, si on voudrait, les fossés ou les murets de pierre, sachant que voilà, les contours sont plus ou moins consensuels et se recoupent avec d'autres termes comme les surfaces d'intérêt écologique, les éléments semi-naturels, les éléments topographiques du paysage. Enfin, voilà, tout ça, c'est des termes relativement proches. Quand on parle d'infrastructure agroécologique, et encore plus dans cet exposé, on se met dans une perspective sur les services que ça rend à l'agriculture. Et là, dans cet exposé, comme on parle de réduction de la dépendance de l'agriculture aux pesticides, moi, je vais surtout, dans la suite de l'exposé, me concentrer sur la réduction d'usage des insecticides et regarder les effets que ça a sur les prédateurs et les parasitoïdes des ravageurs des cultures. Alors, pourquoi les infrastructures agroécologiques sont intéressantes pour réduire la dépendance aux insecticides? C'est qu'en fait, ce sont des habitats pérennes avec une architecture complexe qui sont des sites pour beaucoup d'organismes, pour se reproduire, des sites de reproduction, de nidification, des lieux où passer les saisons défavorables. Après les moissons, c'est un endroit où il reste de la végétation pour se trouver des endroits frais en plein été, ou trouver une protection climatique contre la rigueur en hiver, la rigueur du froid en hiver. Ça peut être des refuges aussi quand il y a une perturbation dans la parcelle, par exemple, par de travail du sol, à partir desquels il peut y avoir des recolonisations. Ces habitats fournissent des ressources trophiques, en nectar, en pollen, des proies alternatives pour des prédateurs ou des parasitoïdes. Ça peut être des ressources qui viennent en supplément de ce qui est déjà présent dans la culture, mais c'est souvent en plus des ressources complémentaires par rapport à ce qu'il y a dans la culture, notamment des ressources qui sont souvent fournies de manière beaucoup plus étalée dans le temps par rapport aux ressources présentes dans la parcelle cultivée. Et puis, toutes les infrastructures agroécologiques, notamment toutes les infrastructures linéaires, sont des moyens de déplacement et facilitent le déplacement des organismes dans le paysage. Voilà. Donc, toutes ces fonctions ont une contribution importante à la santé des cultures, je vais vous le montrer après, mais en fait, ça contribue à de nombreux autres services, comme limiter les pollutions, favoriser la pollinisation, etc., que je ne vais pas aborder. Ces fonctions dépendent évidemment de la structure de ces habitats, de leur composition, de leur gestion, comme on va dire. Alors, juste pour rappeler un peu ce qu'a dit Muriel, mais globalement, on sait assez bien, c'est exactement comme pour le paysage, et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on sait assez bien finalement quels sont les effets de ces infrastructures agroécologiques sur les prédateurs et les parasitoïdes des ravageurs. Une autre méta-analyse parmi toutes celles qui existent,
c'est qu'on sait que globalement, les habitats boisés et herbacés dans le paysage ont globalement, en grande majorité, des effets bénéfiques, positifs sur les auxiliaires. Dans la plupart des études, les pourcentages sont indiqués ici, on observe des effets bénéfiques de ces habitats sur les abondances d'auxiliaires, et rarement, ils ont des effets négatifs. L'utilisation d'infrastructures agroécologiques s'inscrit dans le cadre de la lutte biologique par conservation, qui vise à favoriser les auxiliaires naturellement présents dans les agroécosystèmes. Et une autre méta-analyse sur la lutte biologique par conservation, qui repose notamment sur les infrastructures agroécologiques, montre que finalement, on observe systématiquement, on observe de manière générale une augmentation des populations d'auxiliaires en réponse à la lutte biologique par conservation, notamment via la mise en place d'infrastructures agroécologiques. En moyenne, là, c'est les pourcentages, c'est la distribution des effets. En gros, c'est des pourcentages, c'est des taux d'accroissement des auxiliaires. Et donc ici, on a une moyenne qui doit être à 81, 0,81, c'est-à-dire qu'en gros, on a 81% d'auxiliaires en plus. Donc cet effet-là, il est assez connu. Mais ensuite, voilà, ce qui va compter si on veut réduire la dépendance de l'agriculture aux insecticides, c'est est-ce que ça se traduit par une régulation de ces ravageurs. Alors, il existe beaucoup d'exemples qui montrent que ça fonctionne. Je vous en montre un ici, en Californie. Alors là, c'est un type d'infrastructure agroécologique très particulier. C'est des toutes petites bandes très étroites d'Alice, Lobularia maritima, insérées dans des parcelles de manière intraparcellaire. Et ça a été testé sur choux, différents types de choux, de brocolis, de laitue. L'Alice fournit du nectar sur lesquels se nourrissent les cirfes qui pondent leurs œufs dans les colonies de pucerons, et les larves de cirfes se nourrissent des colonies de pucerons. Et quand on compare des parcelles aménagées avec ces petites bandes fleuries qui fournissent du nectar aux cirfes, par rapport à des témoins, on observe que le nombre d'œufs de cirfes par plant de laitue est plus élevé dans les parcelles aménagées avec Alice. Il manque la légende, c'est au cours du temps, ça c'est une dynamique temporelle, par rapport à des parcelles témoins. Donc, les bandes fleuries favorisent la ponte des prédateurs dans les plantes infestées par les pucerons par rapport à des parcelles témoins, et ça se traduit par un nombre de pucerons par plante beaucoup plus faible dans les parcelles aménagées avec Alice par rapport à des parcelles témoins. Voilà, et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Pour autant, est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce que cet effet sur la régulation, il est généralisable à tous les effets? Une méta-analyse récente montre que oui, dans le cas des bandes fleuries, sur une méta-analyse de 18 études qui est sortie l'année dernière de Albrecht et collaborateurs, ils ont comparé les effets d'infrastructures agroécologiques sur le contrôle biologique dans la parcelle adjacente par rapport à des parcelles non aménagées, par rapport à des parcelles témoins. Donc, il y avait des parcelles avec végétation herbacée, bandes fleuries, et avec végétation ligneuse, des haies. Et le contrôle biologique était quantifié, il y avait différents types de variables. Ça peut être une quantité de ravageurs, ça peut être la dynamique temporelle du ravageur, ça peut être la prédation du ravageur ou son parasitisme. Il y avait plusieurs types de mesures. Et globalement, ce qu'on observe dans le cas des bandes fleuries, le chiffre qui ressort, c'est que globalement, on a un contrôle biologique qui est accru de 16% dans les parcelles bordées de bandes fleuries par rapport à des parcelles témoins, avec une variabilité. Et dans le cas des haies, finalement, on a aussi globalement un effet positif, mais qui n'est pas significatif, parce qu'on a une très, très forte variabilité d'effet. Cet effet d'un contrôle biologique accru en présence de bandes fleuries, il est surtout marqué à proximité immédiate de cette infrastructure agroécologique. C'est ce qui est représenté sur ce graphe ici. Donc ici, on a le contrôle biologique. C'est un pourcentage d'accroissement du contrôle biologique dans la parcelle aménagée par rapport à la parcelle témoin. La référence avec la parcelle témoin, c'est la ligne avec le 0 ici. En abscisse, on a la distance à l'infrastructure agroécologique. En rouge, les parcelles aménagées avec infrastructure agroécologique. Ne regardez que les lignes en trait continu. Et puis en noir, donc c'est les parcelles témoins. Et on voit donc qu'on a un effet global très fort des infrastructures agroécologiques à proximité immédiate, sur les premiers mètres au bord, mais que cet effet il décroît de manière exponentielle au bord. Certes, cet effet il se manifeste encore à 40 ou 50 mètres, mais finalement, la différence par rapport aux témoins il est quand même beaucoup plus faible. Donc, en fait, on a un effet très fort qui n'est visible que sur les premiers mètres ou sur les premières dizaines de mètres. Alors ensuite, une autre question, c'est de savoir qu'est-ce qui explique cette variabilité
d'effets. En gros, on a une régulation qui est augmentée de quelques pourcents à 40%. Et cette régulation dépend beaucoup de ce qu'il y a dans cette infrastructure agroécologique. C'est ça aussi qui explique le fait qu'on a une variabilité très forte des effets dans les haies. Dans le cas des bandes fleuries, des expérimentations que j'ai pu faire il y a quelques années, dans une expérimentation analytique à Réunion, où on comparait différents types de bandes fleuries. On regardait les effets de bandes fleuries contrastées, avec plus ou moins de ressources, plus ou moins d'espèces, plus ou moins contrastées. Et on regardait les effets sur le parasitisme de différents ravageurs. Donc ici, je mets juste 2 exemples, les bruches de la févrole et puis les altises du colza. Mais on a aussi regardé les méligètes et les charançons sur colza. Et globalement, ce qui va expliquer le fait qu'on a un parasitisme plus ou moins important des ravageurs, donc en fait, ça c'est le parasitisme par des micro-guêpes qui vont pondre dans les ravageurs. C'est exactement le même mécanisme que ce qu'expliquait Muriel Valentin-Morison juste précédemment dans le cas des méligètes. Ce parasitisme, il dépend de la présence de plantes dans les bandes fleuries qui apportent du nectar, des plantes donc, qui font du nectar, qui sont en fleurs au moment où volent les parasitoïdes, et du nectar qui est accessible aux parasitoïdes. Et ça va beaucoup dépendre de la forme de la fleur. Et donc, plus on a de plantes qui font du nectar, qui sont en fleurs au bon moment, et dont le nectar peut être exploité par les parasitoïdes, ça contribue à augmenter le taux de parasitisme de ces ravageurs. Et ça, on l'a observé pour différents ravageurs, y compris pour les méligètes du colza. Mais là, c'est pour les bruches et les altises. Alors après, est-ce que cette régulation accrue se traduit par, par exemple, un meilleur rendement sur la culture? Dans la méta-analyse d'Albrecht dont je parlais tout à l'heure, aucun effet n'a pu être constaté, c'est-à-dire que les parcelles soient avec ou sans bandes fleuries, quand bien même on a plus de régulation, on n'a pas plus ça n'a pas d'effet sur le rendement. Et il y a plein de raisons. Ça peut être soit parce que la bande fleurie n'a pas d'effet immédiat sur les prédateurs et les parasitoïdes, qui ne vont pas utiliser les effets de la bande et qui vont se nourrir ailleurs. Ça peut être que la bande fleurie favorise les prédateurs et les parasitoïdes, mais en fait, pas au bon moment, pas au moment où il y en a besoin pour la régulation. Soit les prédateurs et les parasitoïdes ne dispersent pas dans la culture. Et même quand on a plus de régulation, ça ne se traduit pas toujours par une régulation accrue sur la culture, parce que si vous vous souvenez du cycle que Muriel vous présentait tout à l'heure dans le cas des méligètes, souvent la régulation a des effets différés dans le temps et dans l'espace. Souvent, le ravageur arrive sur la culture, il occasionne des dégâts à la culture, et donc des pertes de rendement, et c'est ensuite la nouvelle génération qui est régulée, c'est la larve du ravageur, la génération après que les dégâts ont été réalisés, qui va être parasitée par des auxiliaires, après que les dégâts aient été occasionnés. Ce qui veut dire que quand on a une bande fleurie qui favorise un taux de parasitisme, comme on le voit ici, les ravageurs, c'est la 2e génération. Et donc, si on a une bonne régulation, ça veut dire que de cette parcelle sortiront moins de ravageurs qui contribueront moins à réalimenter le stock de ravageurs pour l'année suivante à l'échelle du paysage, puisque ces ravageurs bougent. Mais dans la parcelle où on a eu une bonne régulation, par exemple grâce à des bandes fleuries, il est trop tard pour les effets sur les dégâts à la culture et le rendement. Donc en fait, voilà, ça permet de montrer que finalement, on ne peut pas considérer les effets d'infrastructures agroécologiques comme acquis. Ils ne sont pas immédiats. On ne les a pas tout de suite dans la parcelle où on voit qu'on a une meilleure régulation. Ça ne se traduit pas de manière immédiate, par exemple, sur des effets sur le rendement. Donc ça, c'est une première des raisons qui fait que voilà, les effets ne sont pas toujours évidents à mettre en évidence ou à constater de ces infrastructures agroécologiques. En termes de conditions d'efficacité, c'est mon avant-dernière diapositive. Alors, dans le cas des auxiliaires, il y a peu de connaissances, mais c'était beaucoup exploré dans le cas des pollinisateurs, qui ont fait l'objet de beaucoup plus d'études, et fait des infrastructures agroécologiques sur les pollinisateurs et la pollinisation. Globalement, on sait que dans le cas des bandes fleuries, l'âge des bandes va avoir un effet sur l'abondance et la diversité des insectes, et que plus ces habitats sont pérennes, plus ils sont intéressants, ce qui montre donc que des bandes qu'on va ressemer, par exemple, tous les ans, ne présentent pas trop d'intérêt. Dans le cas de mesures agro-environnementales ou de bandes fleuries, en gros, il n'y a pas vraiment d'effet de la surface de l'habitat sur l'abondance ou la diversité d'insectes dans la culture. Et finalement, ce n'est peut-être pas surprenant. Ce qui compte, c'est surtout finalement la surface d'échange avec la culture. Plutôt que d'avoir une parcelle avec 1 ou 2 hectares d'un couvert végétal favorable, il vaut peut-être mieux insérer des bandes, plusieurs bandes dans une parcelle pour favoriser la colonisation de la parcelle. Et enfin, on pourrait se poser la question, est-ce qu'une bande, finalement, a le plus de chances d'avoir d'effet
dans un paysage complètement ouvert où il n'y a aucun habitat semi-naturel, ou est-ce que finalement ça aura plus d'effet finalement dans un paysage où il y a des bois et où on a des pratiques comme de l'agroforesterie qui sont déjà favorables à la biodiversité? Est-ce qu'on a une synergie ou est-ce que c'est plutôt l'effet de complémentarité qui prédomine? Dans le cas des auxiliaires, on ne sait pas, mais dans le cas des pollinisateurs, en fait, ce qui est montré, c'est que les bandes fleuries ont le plus d'effet dans les paysages globalement simples ou de complexité intermédiaire, et là où les pratiques sont les plus intensives. Et donc, en gros, ce que ça montre, c'est qu'elles ont le plus d'effet là où il y a peu de biodiversité et là où l'effet de contraste est le plus important. Là où on a des paysages déjà complexes et des pratiques favorables à la biodiversité, finalement, il semble que l'infrastructure agroécologique ait une plus-value plus faible. Elle n'apporte pas grand-chose par rapport à ce que favorisent les pratiques et le paysage. Mais finalement, dans le cas des auxiliaires, ça n'a pas pu être montré vraiment à ce jour, parce que ça n'a pas été assez étudié. Donc, pour conclure, notamment pour revenir sur le titre initial de la présentation, qui était la contribution à la réduction d'usage des produits phytosanitaires, autant on connaît bien l'effet des infrastructures agroécologiques et du paysage sur les prédateurs, sur les parasitoïdes, autant ça peut avoir un effet sur la régulation des ravageurs, autant finalement l'ampleur de ces effets est très variable. En fait, ce qui reste à faire, il reste un travail à faire pour fiabiliser ces régulations, pour mieux les gérer, quantifier leur efficacité, savoir dans quelles conditions c'est le plus robuste pour avoir des connaissances suffisamment opérationnelles qui permettent réellement de se dire ça permet de se passer ou d'économiser certains traitements insecticides. Mais actuellement, j'ai plus l'impression qu'on fait confiance aux infrastructures agroécologiques sans chercher à les optimiser spécialement pour ce service-là. Et donc, quand on implante volontairement des infrastructures agroécologiques, notamment quand il s'agit de réduire la dépendance aux insecticides, il faut vraiment prendre en compte ce service de contrôle biologique dans le choix des plantes, dans le choix de gestion des habitats, ce qui est peu fait malheureusement actuellement. Enfin, quand on regarde, là j'ai fait un peu une synthèse des connaissances sur la littérature, il y a quand même beaucoup de travaux sur quelques espèces modèles, sur quelques cultures modèles, typiquement les pucerons des céréales, typiquement les lépidoptères sur les brassicacées, sur les crucifères, mais finalement il y a plein de ravageurs très problématiques sur nos cultures, comme les coléoptères sur légumineuses et sur colza, qui ont fait l'objet de très peu de travaux, et donc on manque de connaissances sur l'écologie des espèces, ravageurs, prédateurs, parasitoïdes, à combler pour savoir comment ils répondent à ces différentes mesures de gestion des habitats. Et un peu comme Muriel le disait, ce paysage, comme les effets des infrastructures agroécologiques, ça n'a des effets que partiels, et donc c'est des leviers à combiner avec d'autres leviers à l'échelle de la parcelle. Et quand bien même, je disais avant, il semble qu'une bande fleurie a le plus d'effets dans les paysages les plus simples, avec les pratiques les plus intensives, je pense qu'il y a quand même une réflexion à conduire. Est-ce qu'on peut trouver des synergies avec des pratiques dans la parcelle qui vont valoriser ces régulations? Jusqu'à maintenant, c'est des choses qui ont été très peu explorées. Et dernier point, pour faire un peu la transition avec l'exposé qui va suivre, je disais que même quand on a une bonne régulation des ravageurs, souvent, les effets ils sont différés dans le temps et dans l'espace, puisque la régulation intervient après que les dégâts aient été réalisés. Et donc, pour qu'une bande fleurie ou une infrastructure agroécologique ait un effet, comme les auxiliaires et les ravageurs dispersent dans le paysage, en fait, c'est à l'échelle territoriale qu'il faut se concerter pour insérer et gérer des infrastructures agroécologiques qui vont contribuer à la régulation des ravageurs dans le territoire. Et donc ça milite non pas pour étudier et gérer ces infrastructures à l'échelle de la parcelle avec un agriculteur, mais à l'échelle territoriale, en concevant des territoires qu'on pourrait qualifier de suppressifs vis-à-vis des ravageurs. J'en ai fini. Merci Antoine, merci Muriel. On a pas mal de questions dans le chat, donc je vais essayer de vous les transmettre. Du coup, il y a une question qui est liée à l'exposé de Muriel sur l'effet des prairies. Est-ce qu'on a des idées de seuil sur le pourcentage de prairies dans la SAU, par exemple, qui aurait un effet? Une deuxième question, alors qui rejoint à la fois, qui a été posée au moment de l'exposé de Muriel, mais qui rejoint aussi ce que tu disais, Antoine, sur le pilotage des infrastructures agroécologiques à partir du moment où c'est souvent les habitats pérennes. Est-ce qu'on a des travaux des habitats pérennes qui évoluent dans le temps, il ne suffit pas de planter des haies. Est-ce qu'on se pose la question du pilotage de ces évolutions? Il y a pas mal de questions finalement sur les effets, parce que tu nous as bien montré, Antoine, que ces effets étaient quand même assez difficiles à
à caractériser, en particulier le fait qu'il n'y ait pas d'effet sur les rendements. Est-ce que ça serait différent s'il n'y avait pas de traitement phytosanitaire? Parce que là, on est, j'imagine, dans des parcelles qui sont normalement traitées. Et donc, du coup, voilà. Est-ce qu'on a des études sur la réduction des phytosanitaires dans certains cas ou pas? Encore 2 questions pour l'instant. Après, on va voir celles qui arrivent, mais encore 2 autres questions. Après, je vous passe la parole. Finalement, les infrastructures écologiques, elles sont surtout efficaces quand il y a une faible diversité dans les rotations. Est-ce que la question de la diversité via les rotations, elle n'est pas aussi efficace que l'infrastructure écologique? Et dernière question, qui est plus une remarque d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas beaucoup parlé du sol, alors qu'on sait qu'il y a aussi que c'est un habitat clé qui permet de gérer les habitats de surface et de conserver les auxiliaires. Voilà, je vous livre tout ça dans un premier jet. Alors, moi, je vais commencer par, pas la première, mais l'avant-dernière question sur faible diversité là, et réintroduction de prairies. Voilà, vous l'aurez compris, l'habitat cultivé, c'est un habitat d'abord majoritaire en France, entre 25 et 50% de la surface qui est conduite de manière agricole. Donc la clé, elle est là. Et la clé de la régulation biologique, c'est pas seulement porté par les infrastructures agroécologiques, il l'a dit Antoine. Et donc la diversité dans le système de culture repose sur la gestion des agriculteurs d'une manière générale et ceux qui les entourent. Et pour moi, cette diversité cultivée, elle est un élément clé pour pouvoir faire en sorte que les habitats soient plus propices à l'expression de ces régulations biologiques, parce que on a des ressources alimentaires, parce que le milieu est moins perturbé, parce que les cycles biologiques sont possibles dans leur totalité et leur fitness sont augmentés. Donc oui, la diversité cultivée est tout aussi importante que les infrastructures agroécologiques. Pour la question des prairies et le seuil, je n'ai malheureusement pas de réponse, parce que ça fait partie justement des choses que, même si on observe des choses quand on regarde des paysages ou quand on regarde sur du long terme, sur les organismes auxiliaires et sur les régulations biologiques, on n'a encore pas passé le pas de savoir, d'opérationnaliser cette connaissance et de dire il nous faudrait tant de surfaces de bandes fleuries ou tant de surfaces de prairies pour pouvoir assurer le service. On n'en est pas là. Par contre, on a des études qui font bouger ce gradient de diversité dans le paysage et ça nous aide à aller vers ça. Mais à ma connaissance, on n'a pas encore cette information précise. Et puis prairie, il y a prairie et prairie. La prairie a un rôle si elle est faiblement anthropisée et qu'elle est source d'alimentation pour des auxiliaires des cultures. Tout en n'étant pas source de bioagresseurs pour des maladies diverses des épis de graminées ou source de ravageurs. Donc, je n'ai pas la réponse du seuil, mais parce que on y travaille. Voilà. Pour le seuil, je me demande si, alors c'est peut-être pas pour les ravageurs, hein, mais de manière générale, pour la biodiversité, si les écologues disent pas il faut au moins 15% d'habitat naturel et semi-naturel dans un paysage pour que ça fonctionne bien. Enfin, j'ai peut-être vaguement entendu ce chiffre-là, mais il faudra. Oui, et je crois que les Suisses ont opté pour ce chiffre avec 15% d'infrastructures, comment ils les appellent, écologiques ou de zones écologiques. Alors, sur les... Juste parce qu'on est en Suisse, on a une intervention d'un collègue suisse, Philippe Jeanneret, dans le chat, qui dit qu'il y a une publication de Tchoumi et Al qui montre que les bandes fleuries permettent de descendre les populations de cryocères des céréales en dessous du seuil économique d'intervention. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez la réponse dans le chat. Il y avait des effets sur le rendement, en effet. Ça fait partie des rares travaux, effectivement, qui voient des effets assez marqués sur le rendement. Sur le pilotage, alors si je reprends les questions sur le pilotage, si c'est un pilotage spécifique pour favoriser la régulation des ravageurs, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas toujours très étudié, mais au moins d'une manière générale, au moins pour tout ce qui est haies globalement, pour tout ce qui est haies, pour tout ce qui est habitat naturel, voilà, je pense qu'en général, les écologues savent bien dire comment est-ce qu'il faut gérer une haie pour favoriser la biodiversité en général. Je pense qu'il faut
Et que, voilà, on peut dire que ça favorise la régulation des ravageurs. Après, je ne sais pas s'il faut piloter spécifiquement les haies que dans un mono-objectif de régulation des ravageurs. Si on est sur une bande fleurie qui est là vraiment dans la parcelle pour favoriser les prédateurs, les parasitoïdes, hein, des ravageurs, là, je pense que oui, on peut le piloter pour un objectif bien spécifique. Et ce que j'aurais tendance à constater, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'il faut de la diversité végétale pour favoriser une diversité de prédateurs et de parasitoïdes. Et donc, en fait, il faut gérer de la diversité végétale. Et donc, si on a de la fertilisation qui déborde sur l'habitat, bah, ça va favoriser une ou deux espèces qui va prendre le dessus sur les autres et qui va tout étouffer. Donc, par exemple, voilà, éviter tout ce qui est dérive d'azote ou dérive d'épandage d'azote, ça va avoir un effet négatif. Il y a tout ce qui est pilotage à travers la fauche, avec des compromis à trouver. Effectivement, la fauche, ça permet de maintenir de la diversité, d'éviter qu'une espèce prenne le dessus sur les autres, et avec des compromis à trouver avec, par exemple, les oiseaux, le petit gibier qui viennent se reproduire ou nidifier dans ces habitats-là. Donc, effectivement, il faut une gestion assez légère pour favoriser la diversité en général et pas trop intensive, mais suffisamment aussi réfléchie pour maintenir de la diversité sur le long terme. Dans le cadre de mes travaux, hein, voilà, où on travaille sur des bandes fleuries dans une trentaine d'exploitations agricoles, c'est une fauche par an maximum. Des fois, elles ne sont même pas fauchées en plein hiver, et c'est tout. Ça, c'était pour répondre à quelques éléments sur le pilotage. Ensuite, il me semble qu'il y avait des questions sur les traitements insecticides. Alors, c'est vrai qu'au moins dans les méta-analyses, et dans beaucoup des travaux qu'il y a eu, on ne fait pas assez ressortir est-ce que l'effet il est plus ou moins important quand on traite ou quand on ne traite pas. Souvent, l'interaction avec les pratiques dans la parcelle, ce n'est pas toujours bien explicité, ce qui fait que ce n'est pas évident d'en tirer des conclusions générales. Et donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais oui, on pourrait dire, effectivement, c'est quand on n'a pas traité qu'il y a le plus d'effets. Mais en même temps, voilà, je le disais, on voit le plus fort effet quand il y a des pratiques intensives, parce que c'est là que les bandes apportent le plus de choses. C'est là où il y a le moins de biodiversité que finalement, les bandes fleuries vont en apporter le plus. Donc, je pense qu'on n'est pas vraiment capable de répondre là dans l'immédiat à la question, et je pense qu'il y a un travail à faire pour trouver des synergies justement avec des pratiques qui aussi favorisent ou qui vont valoriser cette biodiversité accrue. Mais je ne sais pas si on est vraiment bien capable de faire la part des choses et de faire ressortir est-ce qu'il y a une interaction avec les pratiques dans la parcelle, notamment avec l'usage de pesticides dans la parcelle. Et je crois qu'il y avait une question sur le sol. Je crois que c'était volontaire de ne pas en parler parce qu'on parlait d'infrastructures agroécologiques. Pour moi, le sol, s'il faut le protéger, c'est dans toute la parcelle. Donc, c'était peut-être volontairement qu'on n'en avait pas parlé. Je pense qu'une infrastructure agroécologique sera vraiment complémentaire de ce qu'il y a dans la parcelle quand le sol est travaillé dans la parcelle. Là, pour le coup, on a un habitat qui n'est pas perturbé. Mais c'est vrai que quand on est en agriculture de conservation, qu'on a une couverture permanente, qu'on a tout le temps de la végétation, qu'on a des résidus en surface, finalement, on a une parcelle qui se rapproche d'un habitat très, très peu perturbé. Et donc là, la bande fleurie, par exemple, serait moins complémentaire. Mais là, je pense que c'était volontairement qu'on ne l'avait pas abordé, mais je suis d'accord que c'est très important aussi pour favoriser, c'est un habitat pour de nombreux organismes. Et les bandes fleuries peuvent être des sources de recolonisation des vers de terre dans la parcelle, juste pour information. Ok, merci. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous en train de regarder le chat en même temps, mais il y a donc une remarque de Philippe Jeanneret sur la Suisse et les surfaces de promotion de la biodiversité. C'est une information. Et ensuite, il y a une information également de Haute-Vialate sur un exemple des effets entre paysage et pratiques pesticides. C'est juste pour vous dire que si dans le chat, il y a une partie de la discussion qui se passe. Écoutez, merci Antoine et Muriel. Je crois qu'on va passer à l'exposé suivant, qui est celui de Lorraine Prost, qui va vous présenter ce qui se travaille dans le projet Bicréatif, donc qui est un des projets financés par le programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement, et qui est dirigé par Muriel Valentin-Morison et Lorraine Prost. Vas-y, Lorraine. On n'entend pas. Je vais faire dans l'ordre. D'abord, j'active mon micro et ensuite, je partage. Sinon, j'y arrivais pas. Excusez-moi. Ça y est, vous voyez bien? On voit et on entend. Ok, super. Donc,
Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter le projet Bicréative qui est coordonné par Muriel Valentin-Morison que vous venez d'entendre et moi-même, et qui est un projet qui a été qui est financé par l'appel à projet qui a été lancé par le programme qui est animé par Florence Jacquet pour stimuler la recherche, pour continuer à avancer sur les thématiques de réduction des phytosanitaires. Donc, c'est un projet qui démarre tout juste depuis avril 2021, vous voyez, c'est tout récent et qui a le gros intérêt d'avoir une durée assez longue, ce qui va s'étaler, c'est un programme de recherche qui s'étale sur 6 ans, donc jusqu'en 2026. Alors, pour vous faire un petit rappel de l'appel à projet auquel on a répondu pour imaginer Bicréative, le défi qui était proposé dans l'appel à projet du programme prioritaire de recherche, c'était l'idée d'aller au-delà de la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires en agriculture, d'essayer de préparer l'étape suivante, à savoir une agriculture qui produise sans pesticides. C'était vraiment la visée un peu forte qui était qui était vraiment clé dans l'appel à projet. Donc, il y avait une visée à demander à la recherche d'explorer des fronts de recherche. Et la proposition qu'on a faite avec les collègues du consortium de Bicréative, c'est vraiment dans la continuité de ce que Muriel et Antoine vous ont expliqué et ce que les autres webinaires ont discuté les séances précédentes. C'est l'idée que pour aller vers une agriculture sans pesticides, il y a vraiment besoin de penser de manière systémique. Et si on dispose de solutions agroécologiques, notamment basées sur la biodiversité cultivée, comme vous venez de le voir, à travers des rotations, des mélanges de variétés d'espèces, des gestions des bordures de parcelles, tout ça permettant de favoriser les régulations écologiques, toutes ces solutions agroécologiques, on voit bien qu'elles exigent des coordinations qui vont aller au-delà de la ferme simplement. Ces coordinations, on a besoin de ces coordinations entre agriculteurs, mais aussi avec les acteurs de l'amont et de l'aval. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix dans Bicréative de se placer directement à l'échelle territoriale. Et l'enjeu du projet, mais je vais vous le détailler, c'est de travailler sur des territoires qui produiraient sans pesticides. Alors, qu'est-ce qu'on entend par territoire dans ce projet? C'est vraiment dans la continuité de ce que vous expliquaient Muriel et Antoine. Le territoire, c'est un paysage qui engage des régulations écologiques, ça on l'a bien vu, mais c'est aussi des acteurs variés, hétérogènes, qui ont chacun leur stratégie et leurs décisions. Et du coup, ce territoire, c'est tout ça à la fois. Et ce que ça produit, c'est que ça nous oblige à travailler sur des phénomènes biologiques, écologiques, agronomiques, mais aussi socio-économiques, qui sont engagés dans ces territoires-là. Donc, je redis bien, à la fois des paysages et des acteurs. Alors, notre idée dans Bicréative, c'était de dire, on va essayer de penser des territoires zéro phyto. Alors, pour nous, il est vraiment là le front de recherche, parce qu'en fait, on ne sait pas si vraiment c'est possible. On ne sait pas à quoi ça ressemble, ça pourrait ressembler. On ne sait pas trop, il y a plein de questions sur les méthodes qui permettraient de faire émerger de tels territoires et plein de questions sur qui on pourrait s'appuyer. Et donc, pour nous, toutes ces caractéristiques-là, toutes ces questions qui sont posées par l'idée d'un territoire zéro phyto, ça ressemble à un problème de conception innovante. C'est-à-dire que ça nous oblige à être particulièrement créatifs et à mettre en œuvre des méthodes de conception qui sont un peu particulières. Et donc, dans Bicréative, on se met dans cette approche de conception innovante pour essayer de faire avancer le sujet. Et on le fait de façon participative, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des acteurs de territoire réel et pour eux. Donc, c'est un peu une autre façon de faire de la recherche. Je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer en quoi. Vous allez voir, c'est plus inductif, plus ouvert, sans doute un peu plus risqué aussi peut-être, mais il nous a semblé que c'était vraiment une façon intéressante de travailler ce sujet-là d'une agriculture sans phyto. Et donc, si je récapitule ici notre objectif dans Bicréative, ça va être de concevoir des territoires zéro phyto avec et pour les acteurs des territoires. Et ça va on va s'appuyer sur
des connaissances biologiques, écologiques, agronomiques, socio-économiques, et on va aussi en générer grâce à cette approche de conception. On va générer autant de connaissances qu'on va en mobiliser. Alors, sur quel dispositif on va s'appuyer? En fait, on a 10 territoires cas d'études qui sont engagés dans Bicréative pour l'instant. Et vous avez vu, c'est un projet qui va s'étaler dans le temps. Donc, on se laisse des marges de manœuvre pour éventuellement en rajouter, ou si certains peuvent plus suivre un moment. Enfin, vous voyez, c'est assez interactif. Ça peut bouger au fil du projet. Mais donc, voilà les 10 territoires avec lesquels on a commencé. Alors, il y a 7 territoires réels. Je vais vous donner des détails juste après. Il y a 2 stations expérimentales qui vont nous permettre de tester des solutions vraiment disruptives ou qui seraient peut-être inacceptables dans des territoires réels. Et puis, il y a également un réseau d'agriculteurs qui sont innovants dans leur pratique de gestion des bioagresseurs. Donc, pour vous donner un petit peu plus de détails sur ces 10 cas d'études, d'abord, je vais vous montrer qu'ils relèvent de contextes agricoles assez variés. Donc, en rouge, vous avez les 2 stations expérimentales dont je vous parlais, que vous connaissez peut-être. Cassis, c'est le projet Z. Cassis en Bourgogne, qui avec des grandes cultures et des objectifs de système sans phyto, sans travail du sol. Le projet Z en Plaine de Valence, où on a de l'arboriculture, là aussi sans phyto. En vert, notre réseau d'agriculteurs innovants qui se situe dans un grand bassin parisien. Et ensuite, donc, nos territoires réels. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Le territoire de Chaours, où on a à la fois de l'élevage et des grandes cultures. Devrouze, en Bourgogne, côté grande culture aussi. Territoire du Pilat, avec des cultures très diversifiées, puisqu'on a de la viticulture, de l'arboriculture, des grandes cultures, de l'élevage aussi. La plaine ouest Montpellier, on va avoir un petit peu le même type de profil, avec des productions très variées. Voilà, élevage, maraîchage, arboriculture, viticulture. Côté ouest, un territoire dans le Cognac, donc avec de la viticulture. Un territoire brouage avec de l'élevage et des grandes cultures qui se situe en fait dans le Marais poitevin. Et puis le territoire de Saffré, pas très loin de Nantes, où on a pas mal de polyculture élevage. Alors, ce qui est très intéressant avec ces territoires, c'est qu'ils ont en fait des enjeux assez variés. L'enjeu de durabilité, il est présent dans tous nos territoires, et ça veut dire que ça engage des acteurs, on va dire classiques pour nous, du monde agricole, agriculteurs, les chambres d'agriculture, différents organismes de conseil, des lycées agricoles, voilà. Mais on va aussi avoir d'autres enjeux qui peuvent être assez forts dans les territoires engagés dans Bicréative. Par exemple, que ce soit à Chaours, à Saffré, à Cognac, dans le Pilat ou dans la plaine ouest Montpellier, on a des questions qui se posent autour de la transition alimentaire, avec des agglomérations qui sont assez présentes, ou par exemple des collecteurs transformateurs qui sont très présents dans le territoire et qui vont potentiellement peser lourd. On a également des territoires avec des enjeux de restauration de biodiversité, que ce soit dans le Pilat, Plaine Ouest Montpellier ou Brouage, avec des acteurs comme les conservatoires des espèces naturelles qui peuvent être présents, des parcs naturels régionaux ou des associations de protection de l'environnement. Et puis, des enjeux relatifs à la qualité de l'eau. Ça va être le cas à Saffré ou dans la Plaine Ouest Montpellier. Et ce qui, là aussi, fait que d'autres acteurs peuvent être assez investis, assez importants dans le territoire, que ce soit des syndicats de gestion de l'eau ou là aussi des associations qui vont être ciblées sur la protection de la ressource en eau. Alors, ce qui est très intéressant dans ce dispositif, c'est que ça va nous donner des angles d'attaque assez variés pour travailler sur le zéro phyto et l'idée de territoire zéro phyto. Je vous donne 3 exemples pour essayer de rendre ça plus clair. À Chaours, alors j'imagine j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent le fromage de Chaours. On est vraiment dans une zone où il y a un élevage qui est un élevage à forte valeur ajoutée, mais qui est soumise à des problématiques d'autonomie fourragère complexe avec le changement climatique, des éleveurs qui ont du mal à nourrir leurs vaches uniquement par des fourrages. Or, ça fait partie du cahier des charges du fromage de Chaours.
Et puis une pression des céréaliers qui cherchent à acquérir plus de terres dans la zone, donc ce qui peut fragiliser aussi les élevages. Et du coup, là, l'idée dans ce territoire-là, ce qui est pour l'instant mis en avant, c'est l'idée de développer des relations culture-élevage à l'échelle du territoire, les renforcer, et ça, c'est vraiment perçu dans le territoire comme un levier important du zéro phyto. Autre exemple, celui de Devrouze, en Bourgogne, un territoire avec des grandes cultures assez classiques et qui est soumise à la problématique de plus en plus classique, elle aussi, d'insectes. Antoine et Muriel en parlaient. Et donc, les agriculteurs et les acteurs agricoles qui ont accepté de rentrer dans le projet arrivent vraiment avec cette problématique insecte qui est prioritaire pour eux et qui voient comme une porte d'entrée pour travailler sur le zéro phyto. Ce qui fait qu'à Devrouze, ce qui émerge pour l'instant, ce qui va démarrer comme travaux, c'est plutôt des travaux sur les infrastructures paysagères, les mosaïques de culture, la diversité de culture. Et puis au centre, l'exemple du Pilat ou de la Plaine Ouest Montpellier qui ont plein de similarités, même s'ils sont évidemment très différents aussi, c'est qu'on a des territoires avec des filières très variées, je vous le disais, une pression foncière qui est non négligeable, vous imaginez, donc on est en lisière de Montpellier dans un cas, entre Lyon et Saint-Étienne dans l'autre, des enjeux de biodiversité très forts et très tenus par un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs politique ou de la conservation de la biodiversité. Et donc là, la façon de travailler le zéro phyto, ça va déjà passer par l'idée d'essayer de délimiter des champs d'innovation. Par quoi on a envie d'attaquer dans ces territoires-là qui sont très variés, très complexes. Et ensuite, comment on va s'organiser pour faire émerger en transversal à toutes ces filières, tous ces intérêts, une dynamique territoriale zéro phyto en s'appuyant sur qui ? Donc, vous voyez qu'autour de tous nos territoires souhaitent jouer le jeu de se projeter dans ce que serait leur territoire en zéro phyto, mais ils vont le faire avec des angles d'attaque assez variés, qui seront très riches pour nous. Vous voyez que certains vont attaquer vraiment par des problématiques de diversification. En lien, certains vont plutôt s'intéresser à la place de l'élevage en poussant à fond l'idée que c'est un levier du zéro phyto. Dans d'autres territoires, on va on va devoir composer avec le fait que les acteurs de la transformation vont être clés pour pousser zéro phyto. Et dans d'autres cas, c'est le rôle des politiques territoriales qui vont sans doute rendre ça possible. Et donc, c'est avec eux qu'il faut s'articuler. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ce projet Bicréative ? On a fait le choix d'avoir un consortium de scientifiques qui ont des connaissances interdisciplinaires, puisqu'on a des gens en écologie, agronomie, sciences sociales assez variées et démarches de conception, de design. Parce que je vous disais, ce projet, il suppose vraiment de se mettre dans des raisonnements de type conception qui sont assez particuliers. Tous ces scientifiques-là, ils vont interagir avec les porteurs scientifiques qui sont attachés à chaque territoire et puis les acteurs de ces territoires, les acteurs non scientifiques de ces territoires. Et ils vont ensemble essayer de soutenir ces dynamiques de conception de territoire zéro phyto. Et ça va passer par 3 types de tâches qui sont des tâches classiques dans les démarches de conception, qui est de bien comprendre, formaliser les problèmes en jeu, générer des solutions innovantes, intéressantes, et puis les évaluer. Et en fait, ces 3 grandes tâches, du coup, c'est ce qui a structuré nos 3 work packages dans le projet. Vous voyez, un WP1 comprendre, WP2 créer, un WP3 évaluer, qui vont constamment interagir les uns avec les autres et qui vont s'enrichir de ce qui va se passer dans les territoires en transversal. Donc, tous ensemble dans cette logique, l'idée, ce sera de développer et de valoriser des connaissances interdisciplinaires là aussi, agronomiques, écologiques, socio-économiques, mais aussi toutes les méthodologies qui vont être déployées pour concevoir, parce que ça, c'est sans doute aussi un élément générique qui pourrait être transmis, échangé, partagé avec d'autres territoires qui ne sont pas engagés dans le projet, mais qui aimeraient se lancer dans le même genre de réflexion.
Je vous ai mis ici ceux qui composent le consortium de recherche du projet Bicréative, beaucoup d'équipes INRAE, mais aussi des collègues du Muséum national d'histoire naturelle, des collègues de l'ENSI, donc côté design, l'ISARA, une école d'ingénieurs agronomes. Et donc, je vous ai remis ici l'idée que ce consortium était très interdisciplinaire, avec de l'agronomie dans les sciences humaines et sociales, ergonomie, sciences de gestion, sciences de conception. Sur le WP2, vous voyez que se rajoute aussi de la géographie, de l'écologie, et on voit apparaître dans le WP3 qui est sur l'évaluation, des compétences, donc de nouveau agronomie, écologie, mais aussi économie, écotoxicologie. Alors, c'est un projet qui repose sur un double pari. Alors, il est d'une part assez dépendant de ce qu'on va réussir à construire dans les différents territoires. C'est pour ça qu'on travaille en interaction très fine avec ces territoires et que l'idée de la dimension participative du travail est très importante. Et c'est aussi un projet qui est relativement inductif. On a du mal à dire dès maintenant les connaissances scientifiques qui vont être produites dans les différents territoires, parce que vous avez vu qu'on a affaire à des territoires qui ont chacun leurs particularités, leurs attentes, et donc voilà, ça va être très lié à ce qui va se passer dans les territoires. La conséquence, c'est que ça exige beaucoup d'animation transversale au sein du projet. Il va y avoir beaucoup d'échanges d'expériences entre les porteurs des territoires et les acteurs des territoires. Il va y avoir aussi beaucoup d'interactions à construire entre nos territoires et nos scientifiques qui peuvent être spécialistes de plein de choses différentes. On a des spécialistes en dynamique d'insectes, en services écosystémiques, en système de culture, en qualité de l'eau, en écotoxicologie, en évaluation multicritère, en dynamique sociale, en question de créativité. Donc, le challenge, ça va être vraiment de profiter de toutes les expertises de ces scientifiques pour alimenter les territoires, et que les territoires, en retour, permettent aux scientifiques d'avancer sur leurs questions de recherche dans chacun de ces champs. Et puis, il va y avoir aussi beaucoup d'échanges autour des méthodes déployées dans les territoires. C'est ce que je vous disais. On espère beaucoup valoriser ça aussi pour que ce soit utile à d'autres. Donc, ce que je vous indiquais, c'est que le projet, il a démarré tout juste, là, depuis le début de l'année. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée à animer le consortium, à créer de l'interconnaissance et à faire démarrer les dynamiques dans les territoires. Chaque territoire a son rythme propre. Certains étaient déjà au travail avant qu'on arrive. D'autres sont initiés, profitent de la dynamique impulsée par Bicréative pour démarrer. Et donc, voilà, il y a plein de travail qui se déploie aujourd'hui dans nos 10 territoires cas d'études, et c'est super stimulant et motivant. Pour terminer, je vous ai mis ici en résumé notre projet Bicréative. C'est un projet qui se place à une échelle originale avec une approche originale. Échelle originale parce que on a voulu réfléchir directement à l'échelle du territoire, ce qui engage en fait, ce qui nous oblige à articuler en fait des travaux à plein d'échelles différentes, du très fin dans les parcelles jusqu'à des dynamiques beaucoup plus larges. Vous voyez, quand on parle de Plaine Ouest Montpellier, on est sur quelque chose d'assez grand, par exemple. Et une approche originale parce qu'on a cette idée de faire de la recherche par la conception avec un objectif qui tire tous les scientifiques, les acteurs des territoires, qui est celui du zéro phyto, mais dont on ne sait pas exactement s'il peut être atteint et comment il est atteint, donc qui nous oblige à déployer un certain nombre de raisonnements, de méthodes de conception assez originales. Et donc, il y a bien un double objectif, à la fois de produire des connaissances scientifiques fondamentales, d'une part sur les processus de conception qui seront nécessaires pour permettre ce zéro phyto, et d'autre part sur les processus agroécologiques et socio-économiques qui vont le permettre, et aussi de produire de l'impact. Comme on travaille, le projet est complètement constitutif des territoires qui sont dans le projet, on va avoir des dynamiques de changement qui vont se mettre en place dans les territoires au cours des 6 ans du projet. Donc, comme les acteurs des territoires sont partie prenante de Bicréative, ils vont pouvoir tester, mettre en place des solutions innovantes tout au long du projet. Donc, on espère déjà qu'au bout des 6 ans de Bicréative, on aura déjà produit des transformations effectives dans les territoires, pas que des connaissances scientifiques et méthodologiques. Je m'arrête là, je vous remercie. Merci Laurent, c'était très clair. Alors, dans le chat, il y a 2 types de discussions en parallèle. D'un côté, on a des réponses, des questions qui se sont poursuivies sur les exposés précédents, donc c'est très bien, on a pu comme ça répondre
à certaines questions qui n'avaient pas été répondues. Par rapport à l'exposé de Lorraine spécifiquement, il y a deux questions. Il y a une question sur pourquoi pas le Nord-Ouest, pourquoi on n'a rien dans cette région-là. Voilà. Et il y a une autre question à laquelle Muriel a répondu dans le chat, mais je pense que c'est important d'y revenir. C'est la question de l'échelle à laquelle le travail va être fait. C'est-à-dire que est-ce que ce travail sur le territoire, ça va être l'échelle de l'exploitation agricole, d'un bassin versant, etc. Je ne sais pas si soit Lorraine, soit Muriel, vous voulez dire des choses sur ces deux questions. Et je termine avec une dernière question, parce qu'elle a un rapport. C'est quoi cette taille des territoires, finalement? Les territoires dont vous parlez, c'est quelle taille? Et puis, est-ce que tous les acteurs et toutes les exploitations d'un territoire sont embarqués en même temps? Comment tenir compte des questions de voisinage ou de la diversité, voire de la différence de stratégie à l'intérieur d'un même territoire? Donc, qu'est-ce que c'est que ce périmètre, ce mot territoire? Qu'est-ce que ça cache? Je crois qu'il faut que vous y reveniez un petit peu. Je commence, Lorraine, et puis tu compléteras, hein, si ça t'ennuie pas. Alors, sur la question d'Enrique, tous les acteurs, je vais prendre l'exemple de Devrouze. Devrouze, c'est un territoire de Bourgogne qui a une problématique insecte, comme l'a dit Lorraine. Et en fait, du fait qu'on va être amené à penser la localisation d'infrastructures agroécologiques, la fréquence avec laquelle la culture problématique revient dans l'assolement, dans un territoire, que l'on sait la distance que parcourent ces organismes, du fait que l'on va devoir repenser le travail du sol pour pouvoir ménager certains organismes auxiliaires, on a besoin que les agriculteurs dans leur totalité soient embarqués et enfin bref, qu'ils soient côte-côte, quoi. Parce qu'on va devoir réfléchir ensemble à est-ce qu'on fait une année blanche sans colza, où est-ce qu'on met des infrastructures agroécologiques, qui accepte de ne pas travailler le sol telle année. Voilà, donc c'est des petits exemples pour donner un peu du concret. Et donc, le territoire, là, c'est peut-être pas un bassin versant complet, mais c'est plusieurs dizaines d'exploitations côte-côte, dont on espère embarquer la plupart dans cet objectif. Et c'est pour ça que les acteurs sur le terrain qui les connaissent bien sont cruciaux pour nous, parce qu'ils sont nos interlocuteurs privilégiés pour embarquer un collectif, y compris des agriculteurs conventionnels qui, au départ, n'avaient pas prévu de faire ça. Après, il y a d'autres territoires qui sont très grands et pour lesquels le zéro phyto réinterroge aussi d'autres choses. Parce que quand on dit zéro phyto, on modifie tellement son système de culture qu'on peut aussi imaginer assurer d'autres services, en particulier le lien au changement climatique. C'est le cas de Pomme qui est très très grand et qui, du coup, là, on ne peut pas dire que tous les agriculteurs sont embarqués, mais un certain nombre sont concernés, ainsi que les acteurs de l'amont et de l'aval. Je vais laisser peut-être Lorraine en rajouter. Non, mais je pense que c'est ça. On a beaucoup de diversité dans les tailles de territoire, le type d'acteurs engagés, les enjeux. Et pour nous, c'est vraiment une richesse. On est bien conscient que ça facilite pas complètement la tâche parce qu'en fait, il faut déployer des dispositifs de recherche à façon dans chacun de ces territoires en fonction de leurs préoccupations, de leurs enjeux, de nous, ce qu'on y voit d'intéressant. Mais c'est ce qui nous a bien plu aussi dans le projet. Et peut-être juste pour répondre sur Nord-Ouest, alors je pense que tous les collègues scientifiques qui écoutent là s'y reconnaîtront. On a identifié nos territoires par effet d'opportunité beaucoup, c'est-à-dire des endroits où on savait qu'il y avait des gens motivés, intéressants, susceptibles d'avoir envie de travailler avec nous, etc. Donc ça s'est fait comme ça et aussi dans les limites du budget qui était imparti, de ce qu'on pouvait raisonnablement gérer. Mais juste pour vous dire qu'on interagit avec les collègues de Rennes qui sont impliqués dans le TIGA Terre de Source, pour le coup, Bretagne, là, pas très loin de Rennes. Et on essaye d'avancer, d'avoir des échanges sur nos avancées et les leurs pour que tout le monde puisse profiter du même genre de dynamique. Donc voilà, le Nord-Ouest n'est pas complètement absent, heureusement. Deux petites questions, puis après on va passer la parole à Philippe Toyot qui est avec nous. Deux petites questions. Est-ce que vous avez un animateur par territoire? Est-ce que vous avez une interconnexion avec le réseau Défi?
Et comment vous faites pour convaincre les agriculteurs qui ne sont pas convaincus? Est-ce que les incitations financières sont prévues? Cette question vient de Suisse. Alors, certains territoires ont une interconnexion avec le réseau Défi parce que les animateurs sur site ont une casquette animateur Défi. Voilà, donc c'est pas tout le temps vrai, mais il se trouve que, vu l'étendue du réseau Défi, il y a quand même beaucoup de territoires où il y a des agriculteurs qui sont embarqués là-dedans. Est-ce qu'il y a des incitations? C'est pas prévu comme tel. Et voilà, c'est pas prévu comme tel. Ce qui est sûr, c'est que il y a un dispositif dans Bicréatif qui s'appelle Scarabée, dans lequel on a un ensemble d'agriculteurs qui font pas territoire, c'est-à-dire qui se connaissent pour certains, mais pas tous, et qui sont pas au même endroit, mais qu'on a voulu garder dans Bicréatif parce ce sont des agriculteurs pour la plupart pionniers, innovants sur plein de dispositifs de changement de pratique, réduction des phytos et réduction du travail du sol. Dans ce groupe, il y a d'ailleurs des agriculteurs défis. Et quand on a testé les bandes fleuries, il y a eu incitation, il y a eu compensation de la surface produite pour les agriculteurs. Mais là, en l'occurrence, il n'est pas question d'aller dans cette direction pour l'instant. En revanche, peut-être, il n'est pas du tout exclu que des acteurs des territoires décident de proposer des incitations financières suite à ce qui va émerger du projet. Si j'essaye d'être plus concrète, dans des territoires où des métropoles sont présentes ou des conservateurs d'espaces naturels, ils peuvent décider, en fait, nous, on va se connecter à ce qui se passe en réalité dans ces territoires. Donc, ils peuvent décider, sous l'effet de ce qui aura été, je ne sais pas, travaillé en atelier de conception, imaginé dans les territoires, de mettre des moyens pour soutenir des directions qui leur sembleraient intéressantes. D'où l'intérêt de travailler avec eux dès le départ et d'où le rôle très fort qu'ont nos porteurs de territoire à bien s'articuler avec les acteurs locaux pour qu'on puisse valoriser, au-delà des moyens du projet de recherche, qu'eux s'appuient sur tous les autres moyens qui peuvent être disponibles dans ces territoires. Et d'ailleurs, le suivi de ces solutions qui peuvent être des leviers ou pas, et leur succès ou non, de ces incitations fait partie de nos questionnements. C'est quoi les conditions de réussite aussi pour qu'un territoire aille dans cette direction? Et des solutions un peu d'encadrement ou d'incitation liées à des politiques publiques locales, ça fait partie de l'observation de Bicréative, effectivement. Ok, bon, merci bien à toutes les deux. Je vais passer la parole à Philippe Noyau qui est avec nous. Je crois que c'est Myriam qui lui passera ses diapos. Donc, Philippe Noyau est agriculteur en Loir-et-Cher et il est président de la Chambre d'agriculture de la région Centre-Val de Loire. Mais je crois qu'il va surtout nous parler de son expérience personnelle sur son exploitation en Petite Beauce. Donc, voilà, je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos exposés, parce que je m'y retrouve un petit peu et il y a encore pas mal de problématiques à résoudre, même si on en résout au fur et à mesure qu'on trouve. Alors, GAEC à 3, avec mon épouse et mon frère, sur 250 hectares, Petite Beauce, limon hydromorphe, donc c'est le contexte, sur 2 sites, 8 cultures annuelles, plus 16 hectares de noyers, vergers de noyers, 2 hectares d'asperges vertes. On fait les voies d'agrément direct, on a un magasin à la ferme aussi, puis on a un gîte rural. Et on a ainsi aussi un rucher sur l'exploitation que j'ai cédé à une jeune agricultrice, apicultrice, donc et le rucher est resté sur l'exploitation. Juste en amont, dire que c'est juste une expérience, et on ne se considère pas comme un modèle, mais vraiment une expérience, puisqu'on a encore beaucoup de choses à résoudre, et c'est ensemble, en discutant tous ensemble, que possible, résoudre encore nos problématiques. Notre objectif, c'est maintenir un revenu et avoir un revenu, tout en diminuant les phytos, l'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse, ça a été souligné tout à l'heure, puisqu'il restera des produits de défense des végétaux, en diminuant aussi l'engrais, entre autres, azoté minéral, tout en maintenant et en augmentant la fertilité des sols. Ça a été souligné tout à l'heure, mais c'est quand même notre objectif. Alors, l'effet déclencheur. Il y a une vingtaine d'années, on était en labour et principalement assolement, colza, blé, orge.
En fait, on voyait qu'on avait en limon hydromorphe que nos parcelles étaient restées humides, où on avait du mal à passer avec notre matériel. Donc, on s'est dit, il faut supprimer le labour. Donc, ça a été le premier déclencheur pour regarder. En fait, ça a été la vie du sol. Et puis, en non-labour, le souci, c'est l'enherbement. Donc, on est passé à un assolement, entre autres, un tiers printemps. Et on a gardé un assolement avec deux tiers hiver pour vaincre le régras. C'était un vrai souci en labour, mais surtout en non-labour. Donc, on est en recherche permanente de cultures nouvelles pour diminuer les intrants et pour allonger l'assolement. Surtout des cultures qui s'adaptent au climat. Alors après, on a travaillé sur l'arbre. Si je vais en venir aux infrastructures agroécologiques, donc vous voyez là, c'est notre exploitation, que c'est un espace assez ouvert. On rentrera un peu dans le détail tout à l'heure. Vous pouvez passer peut-être la diapo suivante. Donc, on a planté des vergers donc, il y a une dizaine d'années. Vous voyez au fond donc, le type de parcelle. Donc, en fait, on est déjà un paysage où il y a quand même pas mal de bois. Et en fait, on a fermé, entre guillemets, un petit peu le paysage avec en fait, des 16 hectares en 8 parcelles. Donc, ça a accompagné la structuration du paysage. Passez peut-être la diapo suivante. Alors, on a mis pourquoi une haie en milieu de parcelle. Donc, c'est une parcelle d'une vingtaine d'hectares. Et en non-labour, on a des problèmes de campagnols. Donc, on a dit on a mis des perchoirs dans les champs. Et on s'est dit, c'est bien d'avoir un élément fixe, puisqu'un perchoir, il faut le déplacer, il faut le mettre au sol. Donc, on a planté une haie au milieu, donc sur une butte, au milieu d'une parcelle de 20 hectares, avec une partie en haut fût et une partie en bas fût. Alors, on est chasseurs en même temps, donc on est en train de travailler pour avoir une jachère fleurie au pied. Pour l'instant, ce n'est pas fait, mais ça va venir. Juste la problématique quand on plante, il faut en avoir envie, puisque entre le gibier, entre autres chevreuils, la sécheresse, puisqu'on a planté il y a 4 ans, on a eu deux étés secs, donc on a remplacé environ 25% des arbres sur cette parcelle-là, mais on tient le bon bout, on a continué, on a reprotégé depuis, ça c'est une photo qui est un petit peu ancienne, on a reprotégé les arbres pour pas que les chevreuils nous les mangent. Et puis, en même temps, on a travaillé aussi pour avoir un enherbement correct au pied. Alors, vous pouvez passer la diapo suivante. On a planté 1 kilomètre de haie, c'est en dessous, hein, c'est marqué en dessous. Donc là, on a aussi planté des bosquets. Donc ça, c'est il y a une vingtaine d'années. On n'a jamais été une région à haies. On a toujours une région à bosquets, donc ont été supprimés dans les années 60 au moment des remembrements. Et donc là, à l'opportunité, suivant la forme des parcelles, on a replanté des haies qui sont des haies qui restent jusqu'à 3-4 mètres de hauteur avec des baies. Il y a un peu de tout dedans, quoi. Donc ça reste en même temps, on est comme le chasseur, ça reste aussi ça protège le gibier. Voilà, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc on en a planté environ 1 hectare de haies. Donc là, on voit bien les implantations. Donc là, ce qui est en rouge, c'est donc une parcelle de noyer qui touche la ferme, et tout ce qui est en jaune, c'est des bosquets. Voilà, vous pouvez passer. Et vous voyez la ligne bleue. Donc là, la photo précédente, on a une ligne bleue. Donc ça, c'est une haie qu'on a plantée pour protéger nos asperges. Et là, on va la supprimer puisque c'est une haie qui ne sert à rien. Enfin, elle sert de coupe-vent, mais c'est des lélondis. Et on trouve que ce n'est pas une haie diversifiée. Donc, on souhaite planter une haie différemment au milieu de la parcelle. Et donc, on va planter une haie champêtre de 6 mètres qui ne sera pas au même endroit parce que bon, c'est mieux. Vaudrait mieux qu'elle soit en continuité du bosquet jaune qui rejoigne la ferme puisqu'on cherche aussi la continuité écologique. Alors, photo suivante. Vous avez bien. Alors, on a joué aussi, on a fait de l'agroforesterie avec une partie de nos noyers. Et vous voyez bien que les asperges commencent à être moins belles. D'ailleurs, cette année, là, c'était la dernière récolte et on a supprimé les asperges dans les noyers, puisqu'en fait, on s'est bien occupé de nos asperges, donc les noyers en ont profité. Et au bout de 6 ans, on a déjà récolté un petit peu l'an dernier. Cette année, on va être en bonne récolte, on va faire une bonne récolte. Et donc, il faut supprimer les asperges, puisqu'on ne peut plus faire les deux cultures, puisqu'on est tous les 8 mètres. Et vous voyez bien que la dominante, ça va être le noyer, ça ne va pas être l'asperge. Souhaiter un bon essai, on aurait voulu récolter 2 ou 3 ans de plus, mais bon, voilà, c'est la nature qui a décidé. Photo suivante, si vous voulez.
alors qu'il m'en manque une. J'ai aussi une parcelle c'est la dernière, celle-ci. J'ai une parcelle d'agroforesterie plein champ aussi, donc sur 4 hectares et demi. Ça, c'est venu d'un technicien qui pilotait le RMT agroforesterie, donc c'était donc dans le Loir-et-Cher. Et il m'a dit, Philippe, il faudrait que tu me couvres une parcelle. Donc, on a choisi une parcelle. Alors, ça n'a pas été évident puisqu'on a souhaité être propriétaire, parce que quand on est locataire, c'est un peu plus compliqué. Et on a cherché une parcelle non drainée, ou si elle était drainée, qu'elle soit en amont et pas en aval, puisque après, comme le drainage il est fait en collectif, on a le droit de boucher notre drainage à nous, mais pas le drainage des autres agriculteurs. Donc, notre objectif, alors vous voyez, c'est un mec en train de tailler. Notre objectif, c'est de créer du paysage pour de la biodive, mais pour aussi du revenu, parce qu'entre les deux, c'est du revenu. Donc, on a planté 4000 arbres en 30 ans. On en est bien content, mais planter, c'est vouloir. Je répète, c'est vraiment vouloir. En agroforesterie, ce n'est pas pour soi, c'est pour les générations futures. Il faut gérer l'enherbement de la ligne d'arbres, puisque là, on s'est fait avoir il y a 2 ans. En fait, on s'est fait polluer, entre guillemets, de régras sur le reste de la parcelle. Donc, on est revenu en labour pour laborer cette parcelle-là. En travail du sol, on revient aussi un petit peu en arrière, puisqu'on a un problème d'enherbement. Et tout à l'heure, vous avez soulevé l'enherbement il y avait une question sur l'enherbement des bandes fleuries. On a des bandes fleuries au long de tous les arbres. On a 3 km de bordure de forêt, de bois. Et le problème, c'est que la première année, ça va bien. La deuxième, c'est les kénopodes qui prennent le dessus. Et on a du mal à maintenir, entre guillemets, notre parcelle propre. Le but, c'est d'avoir des kénopodes, c'est d'avoir des fleurs. Et ce n'est pas simple à gérer, quoi. Sachant qu'on voudrait, j'ai bien aimé tout à l'heure l'interview, on aimerait couper encore des parcelles qui sont de 20 hectares en 2, en bande fleurie. Mais pour l'instant, le frein, c'est savoir la bonne largeur. Et notre souci, c'est on voudrait la déplacer chaque année justement pour que la bande soit propre et qu'on ait vraiment des fleurs et qu'on n'ait pas de mauvaises herbes. Enfin, mauvaises herbes, de plantes qu'on ne souhaite pas. Ce n'est pas des mauvaises herbes, mais c'est des plantes qu'on ne souhaite pas. Voilà en quelques mots. Vous pouvez poser des questions. J'ai peut-être été un peu long, mais c'était pour voilà. Notre objectif, c'est bien continuer à avoir des revenus, de créer du paysage pour la biodiversité fonctionnelle, entre autres. Pour l'instant, les effets, ce n'est pas évident parce que je pense qu'on est trop jeune encore au niveau de bandes de bois, de bandes d'agroforesterie. On est trop jeune pour sentir la diminution est-ce qu'on peut diminuer le nombre d'insecticides et le nombre de fongicides. On sait qu'on a des auxiliaires sur ces bandes-là. Elles ne sont peut-être pas assez larges pour justement créer une biodive et qu'il n'y ait pas d'effet de bordure au niveau insecticide. Sachant que notre objectif, et on a pratiquement atteint cet objectif-là, c'est de supprimer les insecticides. Les colzas, on sème 2 ou 3 variétés en même temps justement pour les insectes. On ne s'exclut pas. On n'est pas en bio, on ne s'exclut pas d'intervenir, mais on favorise. Cette année, il y a eu 0 insecticide sur nos colzas. 0, 0, 0. Bon, ils sont pas mal. Voilà. Et après, la biodive, tout à l'heure, vous allez parler de biodive sur le sol. Le souci, donc, on revient en petit labour, puisqu'on a acheté une charrue des chômeuses. On a toute la panoplie de désherbage mécanique, y compris la bineuse avec la caméra. Et là, on relaboure pour 2 choses, les campagnols et puis le régras. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour votre exposé synthétique. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. On a du temps pour la discussion. Donc, moi, j'ai des questions, en fait, parce que du coup, on vous a demandé de traiter les questions des arbres et des infrastructures écologiques, mais j'ai un peu des questions aussi sur les pratiques agricoles, sur ce que vous faites en matière de diversification globalement. Il y a une question également donc, spécifiquement sur ces haies et ces bandes enherbées, sur la manière dont ça impacte votre charge de travail et ça change vos activités. Donc, 2 questions très différentes. Une question sur spécifiquement ce que vous avez présenté, c'est celle-là la première, et puis une question plus générale sur les autres leviers de réduction des pesticides que vous utilisez dans votre exploitation. OK.
La diversification des cultures. Donc, on est à la recherche permanente donc, de nouvelles cultures. Mais une nouvelle culture donc adaptée à notre territoire, adaptée à notre climat. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'on cherche des légumineuses à graines. Et voilà, il n'y a pas eu beaucoup de recherche puisque dans les accords mondiaux en Europe, on n'était pas destiné à produire des légumineuses à graines. Donc, c'est un souci. On a essayé le soja. On va arrêter puisque le soja, c'est beaucoup d'eau aussi. On est irriguant. Hein. On est irriguant sur un quart. Donc, on peut faire, sur ce quart-là, on peut faire un peu de culture un peu spécifique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des asperges et des noix. Donc là, on cherche encore des légumineuses à graines. C'est compliqué. Alors, même si ce n'est pas trop rémunérateur, on voudrait quand même qu'on ne pas perdre trop d'argent avec. On sait que c'est un assolement, qu'après, on aura de l'azote l'année qui suit. On peut biner ces cultures-là. Donc, on peut avoir effectivement un effet positif sur l'utilisation de produits phytosanitaires. Par contre, on va sûrement arrêter le lin de printemps parce que c'est compliqué en insectes. Et là on ne sait pas faire. En lin, on ne sait pas faire. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des solutions, mais c'est compliqué. C'est compliqué, on s'est fait manger à la levée. Et voilà, il faut que ça lève vite. Et puis encore une année comme cette année, c'est encore plus compliqué. Donc ça, c'est la recherche. À la recherche de légumineuses à graines, on a monté une association régionale, interrégionale avec donc 4 régions. On espère créer un marché pour que de notre production jusqu'à la vente, tout le monde puisse s'y retrouver et qu'on puisse gagner notre vie avec ces légumineuses-là. Après, c'est du millet. Ce n'est pas une plante super, mais bon, c'est quand même une plante de printemps qu'on peut semer tard. C'est-à-dire qu'on peut nettoyer le champ, avoir un champ propre de raie gras avant le semis de millet. C'est un des avantages. Et après, on a colza, blé tendre, blé dur, orge de printemps, semé d'hiver. Voilà, ça fait donc les 2 tiers, 1 tiers. Après, sur les haies, effectivement, c'est une charge de travail. Alors, c'est une charge de travail d'entretien. Donc, pour suivre l'arbre, on avait mis du bois broyé au pied pour éviter l'évaporation, pour maintenir donc la fraîcheur au pied. C'est la taille. Alors, au début, les premières années, il n'y a pas beaucoup de taille, mais c'est quand même régulièrement aller relever les piquets parce que les chevreuils vont les bousculer. Il faut avoir envie. La haie et puis surtout l'intraparcellaire. L'extraparcellaire, c'est plus simple, mais l'intraparcellaire, on est quand même dans le milieu de la parcelle, quoi. Et là, l'entretien est beaucoup plus compliqué, le suivi est beaucoup plus compliqué. Mais vous pouvez poser des questions complémentaires. Hein. J'essaie de ne pas être trop long sur les réponses. Parce que vous avez plein de questions. Il y a plein de questions. Il y a une question sur les arbres et les haies ne posent pas de problème sur le réseau de drainage. Mais alors, si, mais bien sûr. Bien sûr, donc pour l'instant, l'agroforesterie, elle est en non drainé. Les noyers sont en partie en drainé, mais on a considéré que le noyer allait faire le travail. Normalement, un arbre est fait pour faire le drainage aussi. Donc, on l'a incité à aller en profondeur la 4e année. C'est-à-dire qu'on a passé un poutre à 2 mètres, un bon mètre de chaque côté de la rangée de noyer pour que l'arbre puisse résister et aller chercher l'eau en profondeur. Donc, on considère même dans notre type de sol que le noyer va détruire le drainage, mais que ce n'est pas un souci, qu'en fait, lui, il va trouver sa place et qu'il n'y aura pas de problème à la suite. Sur la haie, en plein milieu de la parcelle, il n'y a pas de drain, puisque c'est sur la butte. Et de chaque côté, en fait, c'est drainé, mais c'est drainé à 10 mètres de cette butte-là. Donc là, on n'aura pas de problème sur cette butte-là. Effectivement, on a quand même fait attention au drainage. Ok. Une autre question qui n'a rien à voir avec la Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher qui développe un mélange polyphoniflore avec l'association Hommes et Territoires pour des bandes fleuries pluriannuelles. Tout ça, ça vous dit quelque chose? Moi, ça ne me dit rien. Mais... Oui, ça me dit quelque chose. Hommes et Territoires, donc j'ai été administrateur pendant un certain temps. Donc, j'ai des relations avec eux régulièrement pour parler, entre autres, de nichoirs. Parce que je n'ai pas parlé de mon histoire, mais on a aussi plein de nichoirs de toutes sortes pour nicher entre autres rapaces. Mais bon, parce que c'est un tout. Hein. Nous, on essaie d'avoir une vision globale. Donc, je n'ai pas le temps d'aller trop dans le détail. Non, mais d'accord. Oui, mais effectivement, je suis bien informé de ce qui se passe dans le Loir-et-Cher. Il y a des questions sur le lien au conseil, donc quel type de relation vous avez à la place de conseil dans votre démarche. Et il y a une autre question sur le lien avec vos voisins, c'est-à-dire que est-ce que vous pensez qu'ils… J'ai compris la question. Donc, on participe à un groupe transversal donc, animé par la Chambre d'agriculture
où on est 50 acteurs, puisqu'il faut que chacun mette des essais en place dans un groupe TCI, un technique, culturel, innovant. C'est entre autres le non-labour, mais pas que. On ne s'exclut pas le labour. On est sur l'orientation justement la nôtre. C'est réduction de produits phytosanitaires, trouver des assolements. Donc là, on a un échange. On a un groupe WhatsApp ensemble et puis on va chez les uns et les autres pour aller voir ce qu'on fait. Alors, c'est assez ouvert. Des expériences qui sont… Alors, ça peut être une expérience à grandeur nature, puis après, on va chercher la finesse si jamais on veut aller un petit peu plus loin par rapport à… si on aurait trouvé on a trouvé une solution, mais on essaie d'aller plus loin dans cette solution-là pour affiner un petit peu, pour aller plus loin sur justement tout ce qu'on peut trouver. Parce on essaie d'utiliser aussi des produits biocontrôle. On est à l'écoute. Donc là, on a fait une année du sucre sur du blé pour changer l'appétence des insectes. Enfin, on a essayé un peu tout. On défriche avec nos collègues, quoi. Et c'est passionnant, parce que derrière, il y a l'agronomie, il y a aussi le revenu quand même derrière. J'insiste fortement là-dessus, c'est pas faire n'importe quoi. Et c'est quand même produire du volume en qualité. Vous voyez, sur une parcelle, on est obligé de revenir en arrière. On a de l'ergot sur une parcelle, donc là, on va labourer. Alors, on a fait 2 ans sans céréales, et là, on va faire un petit labour pour mettre l'ergot aussi au fond. D'accord. C'était quoi l'autre question? Non, c'est bon, j'ai répondu à la question. C'était les voisins. Les voisins, on est en cumin avec les voisins. Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils sont intrigués? Est-ce qu'ils regardent en se disant c'est un original celui-là? Ou bien est-ce que ça leur donne des idées? Voilà, on a un collègue, parce que le problème, c'est le matériel en commun. Tout ce qu'on a, c'est en matériel, voilà, on l'a à 2, parce qu'on n'a qu'un collègue qui est intéressé pour faire comme nous, mais les autres sont à l'écoute, quoi. On n'est pas le marginal du coin, c'est que… Alors, la haie, en plein milieu des 20 hectares, là, ça a fait un peu de bruit au moment où on l'a plantée. Mais bon, voilà, c'était au moment où les élections chantent, justement. Donc, il y en a une liste qui disait, ouais, il nous fait chier celui-là avec ses arbres. Mais bon, voilà, on est à l'écoute. Les gens, il y en a qui veulent, avec replantons des haies, ça donne des idées quand même, là, avec le programme de relance donc de l'État. Il y a des idées, ça donne des idées à certains et ils viennent nous voir. Donc, voilà, il n'y a pas de… Ça aurait pu, oui, effectivement, des fois, on les regardait un peu, mais c'est pas grave. Parce qu'après, ils m'ont réélu, donc c'est bon. Et alors, dans la suite, pas tout à fait la même question, mais c'est un peu le même genre. En termes de politique publique, de politique agricole, quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez que les politiques actuelles, elles sont neutres, elles sont entravantes, elles sont facilitatrices par rapport à votre démarche? Moi, je pourrais ajouter une autre question à celle-là, c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez finalement comme politique publique pour accompagner… Mais non, mais c'est vrai que ça coûte. Donc, on souhaiterait être reconnu. Donc, on est HVE depuis un mois. Mais pour l'instant, HVE, ça ne sert à rien. Enfin, pour l'instant, on le garde pour nous. Le jour où il y aura un acheteur qui voudra HVE, on lui vendra HVE pour sa production. Parce que lui, il faut qu'il la revende derrière. Donc, on espère qu'à un moment, on sera reconnu. S'il y a une mesure de transition, on espère, parce qu'on n'est pas au bout. Une transition, c'est une transition. On n'est jamais au bout, ce n'est pas une rupture. Parce que vous voyez bien, on fait 2 pas en avant, on fait un pas en arrière. L'histoire du non-labour, c'est quand même un gros pas en arrière. On avait acheté un matériel direct et avec le changement climatique, on a du mal parce qu'on a du mal à faire nos colzas, on a du mal à faire nos couverts parce qu'il fait sec. Il fait humide qu'à partir fin septembre dans notre région, la plupart du temps. Donc, un couvert se met fin septembre, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, vous voyez, oui, effectivement, on souhaiterait être reconnu par la finalité qui est le consommateur. Bon, l'État, on verra ce qui se passera avec la PAC, là, avec la nouvelle PAC, on n'est pas au bout de la proposition. Bon, sur les écorégimes, on espère être dedans et d'avoir les points et être reconnu par les écorégimes. Et puis après, sur le deuxième pilier, je ne pense pas qu'on aura droit à grand-chose. À moins s'il y a une mesure de transition sur le deuxième pilier, on aura droit peut-être à 2-3 ans encore un accompagnement pour aller plus loin, parce qu'on n'est pas au bout. Je vous dis, nous, on n'est pas un exemple, on est loin d'être au bout. On n'a pas fini la transition puisqu'on utilise encore trop de phytos à mon avis. Mais on veut quand même gagner de vie. On utilise des phytos à bon escient, avec le vent, etc. Enfin, on y fait gaffe. On observe beaucoup. Mais d'ailleurs, ça a été marqué tout à l'heure par rapport à vos essais. Je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bio, puisqu'il y aura le problème après minéral, enfin engrais, entre autres en phosphore et en azote. Si en plus il y a de moins en moins d'animaux, puisqu'il faut manger moins de viande, je ne sais pas comment on fera à l'avenir pour avoir beaucoup de bio. Donc nous, on sait plutôt réduire encore, mais on a le problème de l'herbe. Et ça, on ne sait pas le résoudre. Franchement,
L'herbe, à part revenir au petit labour qu'on veut faire, on n'a pas la solution sur l'herbe. Je pense qu'avec la sélection, avec la recherche au niveau maladie, insectes, avec de l'assolement, avec des bandes, si les bandes marchent, je ne sais pas encore, mais si on arrive à créer de la biodive, on a des auxiliaires, qu'on surveille bien, je pense qu'insectes, je ne vais pas être, voilà, j'impose rien, je pense qu'on peut réduire. Mais l'herbe, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un autour de la table qui sait comment faire, moi, l'herbe, à part le labour, je ne sais pas faire. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour tout ça. Je pense qu'on a encore un peu de temps et on peut peut-être, puisqu'on a eu 3 interventions intéressantes comme tout, prendre ce dernier quart d'heure pour faire une discussion générale. Donc, ce que je vous propose, c'est de fonctionner un peu comme une table ronde. On a eu 3 intervenants. Par rapport à ces 3 interventions de ce matin, si ça vous amène des réflexions ou des questions à l'un ou l'autre des différents intervenants, on en a eu 4 d'ailleurs, ce qui est un devoir, on peut peut-être généraliser un peu, interchanger en quelque sorte entre vous pour le temps qui nous reste. Donc, bon, alors, je ne vais pas inventer les questions. Moi, ce que je ressens de vos exposés de ce matin, c'est beaucoup de choses importantes et intéressantes, mais dont on ne connaît pas bien les effets quand même pour le moment. En tout cas, les effets sur ce qui nous intéresse là, c'est-à-dire la réduction des pesticides. Donc, ça m'intéresserait de savoir comment faire pour essayer de mieux mesurer, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme, comme suivi, comme processus pour… ça serait une première question. Je ne sais pas si vous voulez pas Philippe, Antoine. Antoine a présenté beaucoup de choses sur les résultats qu'on avait déjà, mais un petit peu, mais qui montrent qu'on n'est pas bien sûr, quoi. Donc, est-ce que c'est par rapport aussi à l'exposé de Lorraine? Est-ce que c'est vraiment dans des territoires zéro phyto où on enlève vraiment tout, que l'on pourra se donner la peine de mesurer ce qui se passe? Ou est-ce qu'il faut travailler sur des exploitations comme celle de Philippe, où on cherche à la fois à implanter ces infrastructures agroécologiques tout en continuant à diminuer parce qu'il faut garder le revenu tel qu'il est, etc. Je ne sais pas si mes réflexions… Moi, je pense que les territoires complets, alors il faut accompagner les agriculteurs quand même, parce que déjà, alors il faut les attirer quand même, il faut qu'ils aient envie tous, parce qu'un petit territoire, je pense que ce n'est pas assez. Il faut un grand territoire pour savoir vraiment si on retrouve la biodive, mais enfin, j'insiste fortement, on n'est pas il y a 200 ans, 300 ans, on n'est plus dans la cueillette, on a nourrir des bouches et il faut, enfin, attention, c'est pour ça que je voudrais bien moi, aller avoir les essais grandeur nature. J'ai vu dans la Drôme, là. Dans la Drôme, je pense que j'ai vu le site de l'INRA avec le verger circulaire. Je pense que, oui. Super intéressant. Et c'est pour aller au bout de ces choses-là. Alors d'ailleurs, vous voulez en refaire un plus grand et c'est ce que j'avais vu sur place. Donc, il faut aller plus loin. Nous, franchement, il faut faire attention avec les produits phytosanitaires. Ils sont de moins en moins inoffensifs. L'insecticide, bon, ça pose plus de problème. Mais oui, il faut voir si on peut avoir des auxiliaires sur plus grand, parce que des février, pourquoi on fait plus on a des problèmes avec les légumineuses agrumes de printemps, c'est comme des insectes. Ils sont percés, c'est quand même compliqué, quoi. Donc oui, je pense qu'il faut expertiser, mais il faut indemniser les agriculteurs. Enfin, tout à l'heure, il y avait une question qui a été posée pour avoir des agriculteurs candidats qui prennent un risque, parce que là, c'est de la prise de risque, qui prennent un risque si important que ça. Parce que là, on arrête tout. On n'arrête pas l'engrais, mais on arrête tout ce qui est phyto. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, il faut indemniser les agriculteurs pour voir sur les sites. Alors, je ne sais pas la surface. Je ne sais pas le minimum. Je ne sais pas. Un petit bassin, je ne sais pas. J'aimerais dire 2 choses. La première, c'est que tous les résultats, et il y en a plein d'autres encore qui sont publiés dans la recherche aujourd'hui, sont souvent des résultats d'expérimentation sur des surfaces
pas si grande que ça, où on fait corps avec plusieurs expérimentations et ça donne une méta-analyse. Et du coup, on a plutôt tendance à montrer un effet global de la réduction des phytos, de l'augmentation de la biodiversité sur certains organismes. C'est tout ce qu'a montré Antoine. Mais en fait, on n'a pas encore, et ce n'est que timide encore, d'expérimentation grandeur nature. Et du coup, on se dit qu'avec Cassis et le projet Z, là, dans les stations expérimentales dont on a parlé, il y en a d'autres dans les instituts techniques qui démarrent depuis 3 ans, 4 ans. On a un endroit pour aller au bout de l'exercice et tester cette idée qu'en augmentant la biodiversité cultivée, en repensant la manière dont on positionne les phytos et la manière dont on travaille le sol, on enclenche les régulations biologiques, dans quelle intensité, jusqu'à combien en perte de phyto et jusqu'à combien en perte de rendement. Et ça, à l'échelle du territoire, on n'a pas beaucoup d'expérience encore. Donc, à la fois le dispositif Cassis où on teste des choses en rupture et le dispositif à Gautron va nous y aider. Après, nous, dans le projet, on a vraiment la logique de dire il n'y a pas que l'INRA et les instituts qui savent. On n'est pas des sachants. Vous voyez bien, on a plein de questions. Et notre projet, il est très inductif. Il part de questions... et il s'accommode de connaissances scientifiques partielles. Et ça veut dire que les autres ont aussi cette connaissance. Et en particulier, c'est les agriculteurs pionniers chez qui on a l'intention d'aller aussi regarder comment ils font, quel type d'innovation ils ont testé, ils ont réussi ou pas réussi. Et voilà. Alors de là, après l'indemnisation des agriculteurs, c'est une autre question. Donc je voudrais bien y revenir après. Je vais laisser mes collègues intervenir s'ils le souhaitent. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions sur cette question qui était abordée par Philippe Muriel, parce que sinon, il y a beaucoup de questions sur le chat, sur la dimension économique, sur l'indemnisation, sur l'analyse économique technico-économique de ce que l'on peut faire, sur le risque et la manière de le compenser. Alors, ça peut être, vous avez, dans la présentation de Lorraine, on a bien vu qu'il y aurait peut-être des acteurs, que ce soit des filières de l'aval ou des collectivités qui pouvant être intéressées par embarquer dans l'aventure, on peut imaginer des modes de rémunération qui ne soient pas juste l'État et des politiques publiques, mais il y a un vrai souci. Il y a un projet qui s'appelle, peu importe son nom, qui est basé en Bourgogne, qui est porté par Terrinovia, dans le cadre de financement défi, qui s'appelle R2D2 pour ceux qui connaissent, dans lequel il y a eu un travail de réflexion sur des indemnisations assurantielles. L'exercice n'est pas si simple, en fait, parce que certains agriculteurs sont venus parce qu'ils étaient motivés, d'autres ont refusé de venir s'il n'y avait pas d'assurance et sont venus seulement s'il y avait une assurance, avec une forme de difficulté de positionnement des chercheurs par rapport à cette logique-là. Donc, du coup, l'exercice n'est pas si simple et en tout cas, elle demande à être réfléchie et c'est pour ça qu'on ne ferme pas la porte avec Lorraine pour l'instant. Mais on se dit aussi que la logique dans les territoires, c'est aussi de prendre conscience qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui doivent prendre des risques. Il y a aussi ceux qui collectent, ceux qui vendent, ceux qui transforment les produits. Parce que diversifier, ça veut dire introduire de nouvelles espèces et donc trouver un débouché à ces nouvelles espèces, y compris des espèces en association. Donc, c'est trop facile de dire que l'agriculteur doit porter toute la responsabilité du zéro phyto et l'absence d'indemnisation. C'est les autres acteurs. Et c'est pour ça que c'est important de travailler avec le territoire parce que ça nécessite de repenser la sélection, mais aussi la vente, la commercialisation des produits qui en découlent. Et le territoire pomme à Montpellier et Pilat ont toutes l'enjeu de ces deux territoires est là, justement, d'autant plus qu'ils sont aux abords des villes. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose sur ces questions? Non, mais de considération. aucune assurance ne couvrira la prise de risque.
Donc, la prise de risque, effectivement, c'est la filière qui doit la prendre avec les collectivités. Alors, moi, mon souci, c'est si on fait financer une partie de la prise de risque par les collectivités, ça ne sera pas reproductible. Là, c'est vraiment pour l'effet recherche, pour voir si vraiment, sauf qu'on n'aura pas, entre guillemets, on n'aura pas le résultat tout de suite. Je pense qu'il faut 10 à 15 ans pour avoir ce genre de résultat. Si on a une collectivité locale, locale, c'est régional ou départemental, parce que ça coûtera très cher, en fait. C'est complexe. Si vraiment il y a une collectivité qui a envie, il faut y aller. Puis ça va donner un exemple pour voir si c'est reproductible ou pas. Et au bout de 15 ans, on dira, bah non, en fait, le zéro phyto, c'est pas possible. Enfin, biosynthèse, on est d'accord, ce n'est pas possible. Là, on va, tout ce qui est essai, c'est long. C'est très long. Parce que j'ai pas écouté la première partie, mais recréer de la biodive ou créer de la biodive, Antoine, c'est combien d'années? C'est vous avez dit tout à l'heure, par rapport au blanc fleuri, au bout de 4-5 ans, on n'a pas vraiment de… On voit des effets quand même assez rapidement. Je pense que ce qui prend du temps, c'est d'objectiver les effets. C'est-à-dire que si on veut des répétitions, si on attend de tout savoir, effectivement, on ne saura jamais tout dans 10 ans, quoi. Mais on voit quand même des effets quand même à court et moyen terme. C'est plus le temps d'être vraiment sûr, d'avoir suffisamment de répétitions et des connaissances suffisamment stables que je pense que voilà, il ne faut pas attendre de tout savoir pour avancer. Mais il faut concevoir tout en acquérant des connaissances. Et la gestion d'abandon en herbe, Antoine ne m'avait pas répondu à ma question tout à l'heure, ou je ne l'ai pas posé vraiment. Ou alors, je n'ai pas répondu à la bonne personne parce que j'ai répondu. Ah, ben, je ne sais pas. Parce qu'une bande enherbée, il faut l'entretenir. Comment on fait pour éviter que ce soit les kénopodes qui prennent la place des fleurs? Les adventices, moi, je ne sais pas faire, je n'y arrive pas. Bah, nous, on constate, nous, on a mis des bandes pérennes. Donc, on les sème une fois et après, on ne les ressème plus jamais. Donc, en fait, les adventices sont là la première année, essentiellement, éventuellement un peu la deuxième. Donc, quand il y a plein d'adventices la première année, effectivement, ça peut valoir le coup de faucher une ou deux fois, assez haut, au printemps ou en été. Mais ensuite, les adventices ne regerment plus. Tant que quand le sol n'est pas travaillé, on ne voit plus du tout d'adventices. Nous, dans notre cas, on n'avait pas de kénopodes, c'était des semis d'automne. On avait beaucoup de vulpins, par exemple. Les chardons. Voilà. Alors, on n'a pas eu de chardon. On avait plein de vulpins, mais les vulpins, on a des chardons maintenant. Peut-être qu'en fauchant les premières années, ils ne vont pas se ressemer. Ça dépend lesquels c'est, si c'est les chardons communs. Ouais, non, mais bon, on ne va pas rentrer dans la technique là, mais c'est un de nos soucis, ça. Bon, merci pour tout ça. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat aussi sur le rôle de l'aval, sur le rôle des filières, sur le rôle des coopératives. Et alors, on en parlera pas mal dans la prochaine session, le 22 juin, parce qu'on aura toute une réflexion sur la diversité intraparcellaire, les mélanges et comment les opérateurs à l'aval s'y impliquent. Il y aura un intervenant du groupe Soufflet, notamment, qui viendra nous expliquer les problématiques de tri ou pas de tri, etc. Mais déjà aujourd'hui, par rapport à ce que l'on a dit là sur voilà, toute cette question sur… dans votre exploitation, Philippe, le rôle des opérateurs de l'aval sur la diversité. Mais effectivement, moi je suis très bien avec ma coopérative, mais la diversité des cultures, je ne l'ai pas trouvée dans ma coopérative. J'espère qu'elle va s'engager dans le projet Lego qui est mis en place par les 4 chambres régionales. Parce que ça sera un intermédiaire, les coopératives seront un intermédiaire. Donc, puisque je dis, c'est créer cette chaîne de valeur, donc de la production jusqu'au transformateur, au prestataire de services pour alimenter les cantines et toute la restauration au domicile. C'est bien, et la restauration, c'est bien cette chaîne-là qu'on a envie de créer. Et on souhaite que, pour l'instant, tout le monde est dedans. Donc, on espère qu'après, chacun jouera son jeu, puisque nous, agriculteurs, on ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est normal qu'il y ait des intermédiaires, mais il faut qu'ils nous laissent notre marge. D'ailleurs, s'ils ne nous laissent pas notre marge, on ne fera pas. Et bon, alors là, les régions, les conseils régionaux nous suivent. Tout à l'heure, vous avez parlé de collectivité, donc et au moins, ils nous accompagnent pour mettre en place cette association, cette structure, et qui sera financée dans le plan de relance et dans le plan européen aussi, puisqu'on a des aides un petit peu partout qui arrivent pour aller jusqu'au bout. Et ça, voilà, je pense que si ce genre de choses, je pense que c'est intéressant. Parce que l'effet, j'insiste sur les protéines, mais c'est un effet déclencheur, les protéines.
pour diminuer les phytos et diminuer l'engrais, c'est vraiment un effet déclencheur. Et pour aussi l'herbe. Parce que bon, c'est vraiment, et c'est souvent de printemps, et on a besoin de la recherche avec nous. On a besoin d'INRA avec nous, on a aussi besoin des créateurs de variétés aussi, qui nous créent des variétés adaptées à notre climat et au climat qui change et qui n'a pas fini de changer. Donc oui, on a besoin bien sûr qu'on a besoin de filières. Sans filière, nous, on ne peut rien faire. Et puis, on peut créer une petite filière tout seul, mais ce n'est pas généralisable. D'ailleurs, il ne faut pas, parce que si tout le monde fait la même chose tout seul dans son coin, ça ne marchera jamais, ce truc-là. Parce qu'on va alimenter la proximité, mais on ne peut pas tous alimenter la proximité. On a besoin aussi d'alimenter, on a besoin aussi de produire pour aller plus loin que la proximité, même si c'est 50 km. Et l'un n'exclut pas l'autre. Bon, ben merci. On arrive à la fin de notre matinée. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour conclure sur ce qu'on s'est échangé? Je suis assez contente qu'on ait pu faire ce temps d'échange un peu entre nous à la fin. Je pense qu'on a eu une matinée très intéressante. Du coup, je ne veux pas priver qui que ce soit si quelqu'un a encore envie de dire quelque chose. Non, c'est bon, vous avez l'impression d'avoir dit tout ce que vous avez envie de dire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas la prochaine séance le 22 juin au matin à la même heure. Et donc, à bientôt. Et merci aux intervenants et aux participants qui ont posé des questions tout à fait intéressantes. Au revoir. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci à toutes, Au revoir, à tous. merci. Au revoir.